Eh bien, bonjour à tous, bonjour les amis. Désolé pour ce retard. On a fait avec les aléas techniques. C'est un premier live pour la chaîne et donc voilà, on rencontre des difficultés, pas forcément liées à l'orage ou autre, mais on pense que voilà, ça peut venir de la 4G ou autre. Donc voilà, on va faire au mieux, on va tenter de gérer ce live dans les meilleures conditions possibles malgré cela. Donc ce soir, j'ai l'immense privilège et honneur de recevoir donc Pierre-Alexandre Ponant. Donc Pierre-Alexandre Ponant, bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter sur ta chaîne. C'est avec grand plaisir qu'on va pouvoir faire ce petit débat sur nos origines. Ouais, bah écoute, donc moi je t'invite déjà à te présenter Pierre-Alexandre pour que notre audience comprenne un petit peu pourquoi tu t'es intéressé à ces travaux et pourquoi donc le sujet qu'on va évoquer ce soir, passionnant, brûlant, les origines de la vie, parce que à la base tu as plutôt un profil statisticien, mathématicien et économiste, et donc comment tu t'es retrouvé un peu là-dedans. Donc je te propose de te présenter et puis d'expliquer à l'audience, voilà. Oui, comme tu as dit, j'ai fait justement des études plus axées sur... parce qu'on va parler de biologie ce soir, hein. J'ai fait des études plus axées sur la physique, les mathématiques, puis l'économie après. Et tout simplement, je suis quelqu'un qui s'intéresse à tout. Donc forcément, la question de qui sommes-nous, d'où vient-on, etc., c'est quand même la question la plus passionnante que l'on puisse se poser. Donc moi, à la base, donc on va parler de la fameuse théorie de Darwin ou la théorie néo-darwinienne, la synthèse moderne, donc qui nous dit que comment dire le hasard et la sélection naturelle serait à l'origine de la complexité du vivant. Et moi, j'ai toujours été darwinien, hein, c'est-à-dire que quand on m'a enseigné ça au collège, au lycée, puis après dans toutes les revues qu'on peut voir, Science et Vie, Arte, etc., j'avais pas du tout à le remettre en cause parce que ça me semblait sensé, jusqu'à ce qu'en fait je vois tout un tas de choses qui m'interpellent en fait dans la complexité de la nature et notamment des vidéos qu'on va montrer là et qui m'ont fait me poser des questions et me dire ok, moi je veux bien croire à Darwin, mais est-ce que enfin comment ça peut expliquer ça? Donc ce que je te propose, c'est qu'on commence à passer un petit peu des vidéos de choses qui sont assez incroyables Ouais. dans la cellule. Ok. Donc voilà, là encore une fois, les amis, on fait les frais de petits aléas techniques, c'est-à-dire que voilà, normalement, ça devait un peu se goupiller différemment, donc ça aurait été beaucoup plus fluide pour Pierre-Alexandre de visualiser les vidéos en même temps. C'est pas le cas parce que encore une fois, il peut pas accéder au live en parallèle, donc voir ce que moi je vais partager, voir ce que vous allez voir sur l'écran. Donc merci de votre indulgence et surtout merci à lui de se prêter au jeu qui est pas évident du tout. Alors, je te propose, Pierre-Alexandre, là, je vais donc lancer la première vidéo donc du flagelle bactérien que tu vas commenter parce que c'est quand même un truc extraordinaire. Et vas-y, je t'en prie. Donc ça, en fait, c'est une bactérie en fait qui se déplace. Donc il y a un flagelle, c'est comme la queue d'un spermatozoïde un petit peu, mais il y a un moteur qui est un moteur vraiment absolument extraordinaire. Vous allez pouvoir voir ça sur les images. On dirait un moteur fait par des ingénieurs, c'est-à-dire que donc il a un rotor, un stator, des coussins d'amortissement, un arbre de transmission. Il s'auto-construit, il s'auto-répare. Il est capable de tourner à 100 000 tours minute. Il est capable de contrer le mouvement brownien. Et il a une efficience de quasiment 100%, sachant que nos meilleurs moteurs McLaren sur Terre ont une efficience d'à peu près 40%. Donc c'est véritablement une merveille d'ingénierie. Et il est composé justement de centaines, de milliers même en fait de petites parties individuelles qui sont des protéines. Et donc ça, voilà, c'est avec ça que la bactérie avance. Et moi, quand j'ai commencé à voir cette vidéo, je me suis dit, waouh, ça, c'est vraiment extraordinaire, ce moteur. On dirait que ça a été fait par des ingénieurs, quoi. C'est vraiment quelque chose qui ressemble un petit peu au type de moteur qu'on peut avoir, nous, voilà, les hommes, quoi. Et Et ça, excuse-moi, et ça, ces flagelles bactériens là, on en a des millions. on en a même du coup des trillions, hein, c'est-à-dire que en fait, on a plus de bactéries dans notre corps que nos propres cellules.
Donc ça, ces moteurs-là, vous en avez plein sur vous, en fait. Vous en avez énormément. Donc vous êtes rempli de machines technologiques assez incroyables. Voilà. Et donc, en fait, ça, ce moteur, il amène à se poser une question, c'est comment on peut arriver à construire par hasard et sélection naturelle quelque chose comme ça. Parce que donc Darwin, dans son livre sur l'origine des espèces, parle de ce qu'on appelle le gradualisme, c'est-à-dire qu'en fait, toute fonction, tout organe ou toute machine moléculaire, même si lui, il connaissait pas ça à son époque, c'est pas quelque chose qui peut arriver comme ça d'un claquement de doigts, c'est quelque chose qui doit se faire de manière graduelle par petites étapes spécifiques. Or là, le moteur, en fait, si donc il y a des scientifiques qui ont essayé d'enlever des parties de ce moteur, et en fait, ça marchait pas. Donc si on enlève un morceau du rotor, si on enlève un morceau du stator, si on enlève un morceau comment dire, du flagelle, si on enlève un morceau de la cape qui permet de la construction du flagelle, etc., il n'y a rien qui marche. Donc c'est ce qu'on appelle la complexité irréductible, c'est-à-dire que c'est un tout. Et le problème, c'est que c'est très très compliqué de trouver des étapes intermédiaires où chaque partie aurait été sélectionnée, parce qu'il faut que ce soit sélectionné par la sélection naturelle, il faut que ça ait une utilité, si tu veux. C'est ce qu'on dit dans la sélection naturelle de Darwin, il faut que chaque étape soit utile. Par exemple, je sais pas, tu as des plus grandes canines, donc tu vas pouvoir dévorer tes proies plus facilement, donc tu vas survivre plus facilement que ton copain qui a des canines moins moins tranchantes, et donc du coup tu vas pouvoir plus te reproduire, etc. Mais donc ça implique que chaque étape ait une utilité. Or là, en fait, si on décompose ce flagelle, on voit pas forcément d'utilité. Alors bon, il y a tout un débat dans lequel on va pas forcément rentrer là-dedans. On va passer à la deuxième vidéo. Donc en Ok. fait, sur ce qu'on appelle la kinésine. Alors ça, vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc c'est comme un petit bonhomme Voilà, donc j'ai qui se lancé la déplace vidéo. dans la cellule. Et donc, en fait, il va porter donc comme un paquet, comme un gros sac à dos, donc ce qu'on appelle une vésicule. Et à l'intérieur, il peut y avoir des morceaux de protéines ou tout un tas de choses qui vont être utiles à la cellule. Et en fait, il va marcher donc comme un long filament. C'est un peu les autoroutes de la cellule qui s'auto-construisent et qui disparaissent, qu'on appelle des microtubules. Et voilà, on a ces petits bonhommes qui marchent. Et en fait, tout ce qui est à transporter dans la cellule, en fait, c'est eux qui vont s'en charger. Et des fois, quand le paquet il est trop lourd, ils vont même s'y mettre à deux. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. On a un monde à l'intérieur de nous-mêmes, quoi. Ok, je me permets, Pierre-Alexandre, là, les animations qu'on voit, on voit bien que c'est des animations 3D qui ont probablement été faites par ordinateur ou autre, mais est-ce que ça, ce sont des choses qu'on peut visualiser avec, je sais pas moi, enfin, on peut le visualiser en zoomant ou autre. On peut le voir au microscope à balayage électronique. Donc en fait, effectivement, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils ont dû faire des animations. Le rendu est pas aussi joli, mais disons qu'on le voit. Enfin, j'ai même vu moi des images du moteur bactérien sous comment dire microscope à balayage électronique, et on voit la même chose. Hein. C'est-à-dire que là, c'est plus un joli rendu. Puis il y a plein d'autres choses aussi dans la cellule qu'ils enlèvent au niveau de l'image, parce que en fait ça brouille un petit peu ce sur quoi on veut se concentrer. Mais c'est exactement comme ça. D'accord. Ok. Ok. Et donc voilà. Alors après, on va montrer. Donc en fait, on a tout un tas de machines moléculaires. C'est vraiment des machines qui sont extraordinaires dans la cellule. Et là, on va voir en fait une petite séquence dans la troisième vidéo sur la réplication de l'ADN. Donc en fait, l'ADN, c'est le support de comment dire, c'est un peu le mode d'emploi pour créer des êtres vivants. Et des fois, l'ADN, c'est le programme. En fait, on doit pouvoir le répliquer un petit peu, le photocopier si on veut. Et Ouais. donc là, on a des machines absolument extraordinaires. Vous devez voir ça en vidéo avec tout un tas de petits appareils en fait. Alors donc l'ADN, il est sous forme de deux branches, donc on le sépare comme une braguette. Hein. Et puis donc en fait, ça passe par une machine là que vous devez voir en bleu qu'on appelle une hélicase qui fait spinner l'ADN en fait. Et puis après, tac, il y a un brin qui est recopié, l'autre qui est lu dans l'autre sens. Enfin, et ça va à cette vitesse-là, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est d'une complexité incroyable. Et pareil, hein, bon là, on va pas rentrer dans les détails, mais on peut se demander comment des choses comme ça peuvent arriver par hasard, parce que c'est d'une prouesse technologique sans pareil en fait. Ouais, je confirme hein, la vidéo effectivement qu'on vient de regarder. Enfin,
ça a pas de sens. Enfin, on comprend même pas en fait le processus. C'est vraiment quelque chose qui nous dépasse complètement, quoi. Et il y a Bah, presque, tu on sais, pourrait le détailler si tu veux, mais bon, disons que c'est pas le but de rentrer dans le détail, mais en fait, toutes les étapes, hein, ce qui se passe sur la vidéo, on sait ce qui se passe, hein, d'accord, ok, voilà. Et puis, on va regarder une dernière vidéo. Donc, en fait, c'est comment construire un être vivant, un petit peu, hein, comment construire un être humain. Donc là, c'est là où il va falloir me demander le plus d'indulgence parce que je vois à quoi ressemble la vidéo, mais je serais ouais. peut-être pas bon sur le timing. Grosso modo, là, on est en Euh, train de zoomer dans la cellule, Pierre-Alexandre. Là, on est en train de zoomer voilà. dans la cellule. Donc en fait, dans la cellule, en fait, donc on a le noyau. Et alors, bah, pour les prokaryotes, en fait, donc bon, c'est pas pareil pour tous les êtres vivants, mais en gros, on a l'ADN en fait qui est contenu dans la cellule. Et l'ADN, en fait, donc il est composé de ce qu'on va appeler des lettres, 4 lettres différentes, ATGC. En fait, c'est des noms de molécules. Mais disons qu'avec 4 molécules, 4 lettres différentes, on va pouvoir coder un être humain. Et donc en fait, ça c'est le support génétique pour comment dire coder un être vivant. Donc pour l'être humain, on a 3 milliards de lettres. Donc on appelle des nucléotides en fait. Et avec 3 milliards de lettres, on peut coder un être humain. Et sauf que on n'a pas besoin à chaque fois de tout l'ADN entier. Par exemple, si on veut faire une cellule du foie ou un cil ou un cheveu ou n'importe quoi, l'humeur vitreuse, aqueuse dans l'œil, on n'a pas besoin de tout le mode d'emploi. On aura juste besoin d'une partie, donc on va aller photocopier une partie, d'accord. Et là, cette photocopie, c'est ce qu'on appelle un ARN. Donc c'est pas l'ADN, c'est une copie. Et donc il y a juste une lettre qui change. Hein, c'est le ATGC, AUGC, c'est le T qui se transforme en U. Bon, c'est un nom de molécule, thymine, uracile. Bon, mais en gros, c'est une photocopie, si tu veux. Donc on va prendre une partie de l'ADN et cet ARN messager, il est exporté hors de la cellule. Donc en fait, c'est comme si on avait photocopié une page d'un livre. Et en fait, cet ARN messager, il va être lu, donc 3 lettres par 3 lettres, par une petite machine en fait qui va associer à chaque codon, donc triplet de 3 lettres de l'ARN, un acide aminé. Donc en fait, c'est le mode d'emploi du code génétique, c'est-à-dire qu'à chaque triplet de lettres, on va associer un acide aminé et il va y avoir comme un enfilement de colliers de perles, un petit peu d'acide aminé, qui vont s'assembler. Ça va être comme une sorte de long collier de perles qui, lui, va passer dans une autre machine, un petit peu comme une imprimante 3D, qui va replier ces acides aminés pour former une protéine. Et en fait, les protéines, bah, c'est ce qui compose tout notre corps. Hein. C'est-à-dire que les protéines, on en entend parler un petit peu avec la viande, etc. On se demande ce que c'est, mais par exemple, bah, le moteur de la bactérie qu'on a pu voir avant, en fait, toutes les petites parties que vous voyez tournoyer, ce sont des protéines. Ma barbe, toutes les spécificités de mon œil, les bâtonnets, les cônes, je veux dire les cellules hépatiques, etc. Enfin, tout en fait, c'est composé de protéines qui sont on en a des milliers différentes, qui ont des fonctions très précises et qui peuvent avoir des formes très très précises. Et donc en gros, pour résumer, voilà, l'ADN en fait, on a toutes les étapes, on photocopie pour aller après construire des protéines via une sorte d'imprimante 3D. Voilà. Ok. Alors c'est marrant parce que ce terme d'ARN était jusqu'à présent, je pense, vraiment méconnu du grand public, jusque l'épisode du vaccin Le et Covid. du Covid, parce que moi j'avais, tu vois, pareil, j'avais jamais entendu ce terme d'ARN, et il est devenu célèbre aujourd'hui, hein, donc voilà. Mais je t'en prie, continue. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour, si tu veux, montrer un petit peu bah, ce qu'il y a dans la cellule, parce que c'est en fait on voit qu'il y a des machines absolument extraordinaires. Et bah, la question c'est comment quelque chose comme ça peut arriver par hasard, sachant que du coup la cellule à la base, elle a besoin d'avoir tout ce matériel-là. Alors on pourrait avoir des cellules plus simples, hein, mais d'ailleurs les cellules les plus simples du monde sont extrêmement complexes. Hein. Mais on a besoin d'avoir ça, et ça, il faut que ça puisse arriver, bah, même pas par hasard et sélection naturelle, parce que du coup, il faut qu'il y ait reproduction avant qu'il y ait hasard et sélection naturelle. Et donc, comment des choses aussi extraordinaires peuvent apparaître par hasard. Donc, on va aller sur la première image de l'ADN pour un petit peu regarder en détail ce que c'est l'ADN. Donc, moi, voilà, je vous ai un petit peu décrit. Il y a 4 lettres là que vous voyez, ATGC. Et donc, c'est le code, en fait, c'est le code
génétique, en fait, c'est une base 4, tout simplement, qu'on pourrait qualifier en informatique. Voilà. Alors, comment dire, sur la deuxième image, on a ce qu'on appelle le code génétique, donc dont j'ai parlé pendant la vidéo. Alors, l'image elle peut faire peur comme ça, mais en fait, c'est assez simple hein, quand Ouais, on ça fait décortique. beaucoup de lettres et beaucoup de chiffres, hein. Voilà. On va regarder tout en haut à gauche. Tout en haut à gauche, par exemple, on a TTT. Donc, comme je vous ai dit, l'ADN, en fait, il est lu 3 lettres par 3 lettres. Donc, par exemple, quand on a les 3 lettres TTT, eh ben, à côté, il y a écrit PHE. Ça veut dire que ça code pour un acide aminé qui s'appelle la phénylalanine. Ok. Si on prend par exemple TTA, ça va être marqué c'est la leucine. TCA, la sérine, CAC, l'histidine, bon, etc. C'est des noms de molécules, ok. C'est vraiment, on va pas s'embarrasser avec ça. Et il y a même des codons stop et des codons start, donc pour dire quand ça doit commencer et quand ça doit s'arrêter. Mais ça, en fait, donc, du coup, c'est le code génétique, c'est le truc qu'on a craqué en 1968, je crois, de mémoire, et donc ils ont eu le prix Nobel pour ça. Et donc, c'est un peu le mode d'emploi pour, du mode d'emploi de l'ADN, réussir à coder les protéines pour former des êtres vivants. Et ça, en fait, ce code génétique, il est présent dans tous les êtres vivants sur Terre, c'est-à-dire qu'il est commun, que ce soit pour créer un éléphant, une souris, une méduse, une algue, une plante à fleurs, etc., ou un être humain. On a tous le même code génétique et tous les êtres vivants. Alors, bon, à des petites exceptions, hein, il y a des petits organismes primitifs, des levures, des euplotides, etc., qui ont eu des petites variations, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement, tous les organismes très complexes ont le même code génétique et tous les organismes sur Terre ont de l'ADN. On n'en connaît pas qui n'ont pas d'ADN. Ok, Voilà. ok. C'est hyper intéressant. Et quand on dit des fois qu'il y a très peu de différence entre deux espèces au niveau de l'ADN, ça se joue à 3 fois rien. Ça, c'est vérifiable aussi. C'est-à-dire que par exemple, entre nous et une plante, est-ce qu'il y a quand même, il doit y avoir quand même un gap énorme, je sais pas. Bah, en fait, je crois que ça dépend parce que par exemple, on a 60% de nos gènes en commun avec la banane. Ok, Or, ok, ce serait une insulte de te dire que tu ressembles à une banane, tu vois. Donc, ok. mais tu vois, c'est quand même très proche. Alors après, il y a beaucoup de mythes. D'ailleurs, on dit que le chimpanzé a 84%, pardon, justement, je viens de faire un lapsus, 94% de gènes en commun, non, 98, pardon, de gènes en commun avec l'homme. En fait, c'est que si on regarde l'ADN codant, mais en fait, il en a que 84%. Donc, en fait, on n'est pas si proche que ça du chimpanzé, mais bon, on va pas Ouais. rentrer dans les détails tout de suite. Alors, donc, on va passer à l'image suivante. Donc, c'est une sorte de petit papillon, un peu, hein, qu'on appelle la phalène du boulot. Donc, ça, c'est pour expliquer la théorie de Darwin. Donc, à la base, Darwin il s'est dit, voilà, c'est vrai que les espèces, elles se ressemblent énormément. Comment ça se fait que on ait toutes ces ressemblances et comment l'évolution aurait pu avoir lieu. Et donc, on a eu ces phalènes du bouleau qui vivent donc sur l'arbre qu'on appelle le bouleau, dans la région de Manchester en Angleterre, qui sont blanches à la base. Et puis avec la pollution, avec la révolution industrielle, on a commencé à voir que les bouleaux noircissaient. Et du coup, les phalènes qui étaient blanches et qui se fondaient par mimétisme sur le bouleau, qui maintenant étaient devenues noires, elles se faisaient beaucoup plus facilement repérer par les oiseaux et donc elles se faisaient dévorer. Et on a eu une mutation qui a affecté certaines phalènes qui sont devenues noires. Et ces phalènes, en fait, elles se confondaient beaucoup plus sur le tronc du bouleau et donc elles survivaient plus et elles pouvaient plus se reproduire. Et donc à un moment, toutes les phalènes étaient devenues noires parce que celles qui passaient leur gène, c'est celles qui avaient pu survivre. Et donc en fait, les descendants devenaient du coup noirs aussi. Et donc là, c'était une illustration parfaite et qui est véridique d'ailleurs de la sélection naturelle due à une mutation. Ouais, mais Voilà. je me permets, ça s'est quand même fait de façon assez rapide en fait. Qu'elles aient muté comme ça de couleur, ça s'est pas fait sur des dizaines ou centaines d'années, ça a été assez radical. Alors ça, c'est une très bonne question et d'ailleurs, j'ai même pas la réponse. En fait, ce qui est important de savoir, il faudrait que je me penche là-dessus. Ce qui est important de savoir, c'est si c'est le hasard ou pas, ou d'ailleurs, est-ce que ça peut être quelque chose de programmé dans l'ADN, voilà, une sorte d'intelligence qui permet de s'adapter à l'environnement. Ok, Ou parfois, c'est vrai, hein, on a des mutations qui sont dues à une mauvaise réécriture de l'ADN. Mais tu vas voir, c'est quelque chose en fait qui est très exceptionnel
Et on verra que ça explique pas du tout la complexité du vivant, mais des fois, on va dire sur un coup de chance un petit peu hasardeux, ça peut arriver. Ok. On peut prendre l'exemple de l'ours polaire, hein, par exemple. Donc on a l'ours donc blanc et l'ours brun, qui sont pas des espèces différentes. Hein, ils peuvent se reproduire. Hein. D'ailleurs, le mélange entre l'ours brun et le polaire s'appelle le gros lard. Donc c'est assez marrant. Et donc du coup, imagine, tu as une mutation en fait au niveau de la couleur de ta fourrure. Bah forcément, un ours qui est blanc sur la banquise, il va beaucoup plus facilement survivre parce que du coup, il va se confondre et il va moins se faire repérer par les prédateurs. Mais du coup, on va voir avec l'image après de la girafe. Hein, bon, c'est une girafe tout à fait commune. On peut se demander, mais est-ce que les mutations au hasard peuvent amener des trucs un peu plus complexes? Alors, il y a beaucoup de gens qui croient que la girafe a obtenu son long cou parce qu'elle l'a étiré en essayant d'aller chercher les branches et que ce serait comme ça Bah, que c'est ce qui est communément admis quand même au niveau en tout cas je veux dire des gens lambda quoi. Je veux dire pour ma part en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai plus ou moins admis. Je me suis dit enfin on me l'a dit d'ailleurs, on m'a dit voilà comme tu l'expliques si bien la girafe pour atteindre l'alimentation elle a sans cesse allongé son cou de génération en génération et on en est arrivé à ce résultat là. En tout cas voilà moi c'est quelque chose que je pensais tout à fait juste. donc ça, c'est un peu un mythe urbain, c'est-à-dire qu'aucun scientifique dit ça, hein, même du coup les évolutionnistes en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle du lamarckisme, donc de Jean-Baptiste Lamarck, qui fait sa théorie, c'était que on s'adaptait à l'environnement et c'était passé après dans la génétique. Et en fait, du coup, c'était comme ça que c'était transmis. Or, on a pu constater par des expériences que c'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que par exemple, si toi demain tu fais du bodybuilding, c'est pas pour ça que ton enfant va être bodybuildé. Si tu comment dire, si tu allonges ton cou toute la journée, c'est pas pour ça que ton cou, par exemple, bah il y a les femmes là, tu sais, je crois que c'est en Birmanie là, qui se mettent des longs colliers comme ça avec des anneaux. Tout à Leurs fait. enfants ils naissent avec un cou normal. D'accord? Si tu coupes la queue d'une souris, la souris, le bébé va naître avec une queue. Donc en fait, les darwiniens disent que c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait des mutations au hasard dans le patrimoine génétique. Donc il y aurait une mutation qui par hasard ferait grandir le cou. Et donc du coup, bah, ceux qui ont un plus grand cou vont survivre parce qu'ils ont eu cette mutation, parce qu'ils peuvent plus facilement se nourrir. Donc en fait, tout partirait d'un certain hasard. Mais en fait, il y a une forme de complexité irréductible qui est énorme et qui fait que c'est pas du tout possible. Parce que on voit que le coût qui a grandi, mais il y a tout un tas de paramètres qui font que ça se fait pas comme ça. Et il y a un tas d'intrications. Notamment, en fait, il y a une pression qui est énorme pour atteindre le cou de la girafe et la tête qui est vraiment très très haute. Donc, il faut que le cœur soit capable de pomper beaucoup plus haut. Les girafes ont aussi des valves qui leur permettent de soutenir la pression parce que si elle commence à pencher la tête, en fait, bah, nous, on s'évanouirait parce qu'on n'a pas les valves, parce qu'il y aurait trop de pression sanguine. Ils ont même des gènes qui permettent de réguler la pression en fait au niveau sanguine, parce que sinon ça détruirait les tissus. Mais si le cou s'agrandit par hasard au niveau des muscles, il faut aussi que les nerfs s'agrandissent au même moment. Donc tu vois, il y a tout un tas de mutations qui doivent arriver en même temps au même moment. Et ça, en fait, c'est en termes de probabilité, c'est complètement improbable. Parce que, allez, on lui donne la chance. Bon, là, la phalène du boulot, elle change de couleur. Ok, pourquoi pas. Mais là, en fait, c'est tout un tas de choses qui doivent arriver d'un coup et qui sont super complexes. Et c'est comme pour le moteur de la bactérie, tu as tout un tas de choses qui doivent arriver en même temps. Et ça, on le retrouve partout. Je peux te donner des exemples. Par exemple, le bébé porc-épic, quand il naît, bah, tu sais, les pics du porc-épic sont hyper piquants. Et donc, du coup, ça pourrait blesser la maman pendant qu'elle accouche. Mais comme par hasard, les pics du porc-épic sont tout mous avant et ça va durcir juste après pour pas blesser la maman. Ou c'est comme les bébés girafes ou les bébés des chevaux, pour pas que les sabots blessent pendant la mise bas leur mère. En fait, ils ont une couche de gélatine protectrice au niveau des sabots qui fait que en fait, ça va pas blesser la mère. Mais ça, imagine, comment ça peut arriver par hasard darwinien? Parce que si la gélatine, elle est pas là, la mère, bah, du coup, elle va mourir plus facilement, elle pourra pas nourrir son bébé, donc le bébé pourra pas survivre, et donc c'est la fin de l'espèce. Mais si la gélatine doit arriver avant, bah, pourquoi elle est sélectionnée? C'est-à-dire qu'avant que le sabot arrive,
Pourquoi il y aurait une gélatine qui serait là par hasard? Pour quelle raison elle serait là par hasard? Comment elle serait sélectionnée si elle n'a pas de fonction, puisqu'elle protège rien avant que le sabot soit apparu? C'est très complexe. Pour l'être humain, on a tout un tas de choses aussi comme ça qui sont extraordinaires. Par exemple, au moment où le bébé naît, on a ce qu'on appelle un gaz qui s'appelle le surfactant pulmonaire, qui fait qu'au moment de la naissance, en fait, ça va permettre justement l'ouverture des poumons pour pouvoir respirer. Mais le gaz, donc il est autour du poumon, il faut qu'il soit déclenché au bon moment, il faut qu'il soit là au bon moment. Mais comment ce gaz a pu se créer par hasard? C'est-à-dire que avant qu'il y ait ce type de naissance, pourquoi le gaz est là du coup? Parce que on n'a pas besoin de déployer le poumon si s'il y a pas la mise bas. Donc et du coup, si on commence à avoir la mise bas mais que le gaz n'est pas là, comment le bébé va respirer? Pareil, on a du coup une veine en fait qui va permettre au moment propice de permettre l'arrivée d'oxygène dans le bébé. Et ça se déclenche pile au bon moment. Dans le fœtus, on a aussi, en fait, pour pas que la mère. Donc, en fait, le placenta, ça joue le rôle de tous les organes. Hein. Donc, ça va jouer le rôle des reins, ça va amener l'oxygène, ça va nourrir le bébé. Et on a un moment où le placenta se détache, des muscles, en fait, qui vont couper des grosses artères. Mais normalement, ça va déclencher chez la mère une hémorragie interne. Et comme par hasard, il y a en fait un facteur coagulant qui va arriver pile au bon moment après que l'artère, donc il y a l'artère qui doit arriver au bon moment, être détachée par des muscles qui coupent et qui sectionnent l'artère au bon moment. Il y a des facteurs coagulants qui doivent arriver au bon moment, etc. C'est toute une cascade de choses qui sont d'une complexité irréductible. Et ça, en fait, si tu n'as pas tout qui arrive au même moment, d'un point de vue darwinien, c'est super compliqué. Donc on Et comprend, pareil pour le lait de la mer. on comprend donc ici qu'il n'y a pas de place pour le hasard en fait dans ces mécanismes qui se mettent en œuvre. Ça peut pas être quelque chose qui arrive comme ça et à un moment donné, paf, parce que ça fonctionne, c'est sélectionné. C'est toi, tu penses que Ouais. derrière il y a quelque chose de beaucoup plus précis et dessiné. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors après, on va voir s'il y a une évolution. Mais alors donc du coup, on va passer à l'image suivante. En fait, là, c'est juste un teasing pour la prochaine émission, c'est-à-dire que on arrivera à prouver que en fait, on n'est pas né on n'est pas né du hasard et de la sélection naturelle. C'est-à-dire que il y a plusieurs théories. Soit il y a une intelligence qui nous a créés, donc ça pourrait être par exemple, alors Dieu, moi c'est pas ma théorie, hein, ça pourrait être aussi une civilisation avancée extraterrestre qui par exemple a pu faire du génie génétique et puis balancer des cellules sur Terre et créer, terraformer la Terre et comment dire créer le vivant de toutes pièces. Ça pourrait être aussi, c'est la théorie du biologiste Shapiro de l'université de Chicago, une sorte de génie génétique naturel, donc un processus naturel mais qu'on n'a pas compris, mais qui serait pas darwinien. Et donc en fait, il y a des mathématiciens russes, donc on peut voir là sur l'image en fait, qui ont publié dans des revues scientifiques à comité de lecture. Hein, donc c'est très très sérieux. Hein. Ça a été publié dans une revue de bio, je trouve plus mes mots, je trouve plus mes mots, de bio, exobiologie, voilà exactement. Donc la vie dans l'espace et une revue de biologie théorique. Donc les scientifiques, c'est des scientifiques russes, donc Makoukov et Sherbak a même travaillé avec le prix Nobel Manfred Eigen, qui était tellement passionné par ses travaux. Donc en fait, ces scientifiques russes, ils ont trouvé des codes dans l'ADN, et à la base, eux, ils s'intéressaient au SETI. Donc le SETI, c'est les signaux dans l'espace, en fait, pour essayer de voir s'il y a une intelligence extraterrestre. Et donc ils se sont dit, mais attendez, pourquoi regarder forcément dans l'espace? Pourquoi on ne chercherait pas dans l'ADN? Parce que l'ADN, ce serait le support idéal pour transmettre un message, parce qu'il se transmet depuis des milliards d'années, et en plus, il est super robuste, donc ce serait un support idéal pour transmettre un message. Et, chose extraordinaire, ils ont trouvé un code dans l'ADN comme ça. Et donc, on le détaillera dans la prochaine émission. Et ça, c'est une des preuves irréfutables, en fait, que c'est pas le hasard. Ok, mais donc Donc, on n'a rien trouvé dans les étoiles, mais on trouverait quelque chose dans notre ADN en dans fait. l'ADN. C'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux montrer l'image d'après, donc on a comment dire des codes, notamment en fait quand il y a une petite machine qui va lire l'ADN, les molécules dont je vous ai parlé, et en fait ça va compter le nombre d'atomes, enfin de nucléons plus précisément, et ça va à chaque fois
en fonction des symétries, toujours être des multiples de 37. Et donc là, ce que vous voyez, c'est des multiples de 37. Hein, donc c'est-à-dire là, vous voyez 0, 0,37, 74, c'est 37 fois 2, 37 fois 3, 111, etc. Et ça permet de transformer la division en addition. Donc on rentrera dans le détail dans la prochaine émission. Par exemple, 111 divisé par 37, ben, on a juste à additionner les chiffres, ça fait 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Ou par exemple, 518 divisé par 37, ça fait 5 plus 1 plus 8, ça fait 14. Et 518 divisé par 37, ça fait 14. Donc c'est un système super ingénieux pour transformer la division en addition, qui est la chose la plus complexe. Et donc si on voit l'image d'après, on peut voir en fait que là, vous voyez, il y a tout un tas de chiffres. Hein, on rentrera en détail la prochaine fois, ça peut paraître complexe comme ça, mais vous voyez tous les chiffres là, 703, 666, 999, 888, 777, c'est tous des multiples de 37 qu'on voit en fait en comptant le nombre de nucléons dans les molécules suivant les symétries de l'ADN. Donc en fait, c'est vraiment des choses assez extraordinaires. Donc là, sur l'image d'après, on zoome un petit peu. Donc en fait, on a additionné les chiffres, voilà, le 91, le 72, le 57, etc. Quand on additionne, on trouve ces multiples de 37. Mais bon, c'est pas le thème de cette émission. Là, on va plus s'intéresser à si l'évolution est vraie. C'est juste un teasing pour la prochaine fois, mais juste pour dire en fait que on a tout un tas de preuves pour montrer qu'on n'est pas né du hasard. Et notamment, je vais en donner une qui est vraiment très 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 importante, qui est qu'en fait l'ADN peut être lu de plusieurs manières différentes. En fait, c'est-à-dire qu'on a des codes imbriqués dans les codes, imbriqués dans les codes. C'est-à-dire qu'on a montré qu'un livre de 2000 pages pourrait être écrit en 10 pages dans l'ADN. Alors comment on fait? C'est super ingénieux, c'est-à-dire que c'est comme si on avait écrit un texte, et puis si on le lit une lettre sur deux, il y a un autre livre caché dans le livre. Par exemple, si j'écris Harry Potter, et qu'après je le lis une lettre sur deux, ça va faire les Misérables de Victor Hugo. Et puis si je le lis une lettre sur trois, ça va être Les raisins de la colère de Steinbeck. Et puis si je le lis à l'envers, ça va faire la Bible. Et puis si je le lis à l'envers en décalant d'une lettre, ça va faire encore un autre bouquin, je sais pas, une BD de Cubitus, j'en sais rien, un mode d'emploi d'iPhone. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que imagine, t'as pas de place et ton patron il te dit voilà, là t'as un mode d'emploi à rédiger, sauf qu'en fait tu dois le rédiger en pouvant le lire de plusieurs manières différentes. Et ça demande une intelligence extraordinaire. Et c'est ce qui fait que Bill Gates dit lui-même que l'ADN c'est meilleur que tous nos programmes. Ça, c'est pas quelque chose qui peut arriver par hasard, c'est le fruit d'une intelligence extraordinaire. Et ça montre aussi que Darwin c'est faux, parce que si le hasard, si des mutations pouvaient entraîner, comment dire, l'évolution des espèces, en fait, s'il y a une mutation qui se passe dans un sens de lecture, ça va impacter les autres sens de lecture. Donc peut-être que dans un sens ça va marcher, mais si tu le lis dans tous les autres sens, en fait, là il y a très peu de probabilité que la lettre soit la bonne. Et donc, en fait, ça va foutre en l'air l'organisme, et c'est ce qui fait que généralement, quand il y a une mutation, globalement, en fait, ça va plus faire des mecs handicapés ou des gens qui vont pas survivre, quoi. D'accord. Donc voilà. Ok. C'est marrant Donc, parce du coup, on que va se demander. c'est marrant Ouais. parce que le mot hasard revient assez souvent et je vois, ça fait plusieurs fois que je vois dans les commentaires plusieurs de nos internautes qui citent la citation d'Albert Einstein qui disait le hasard, c'est Dieu qui voudrait passer incognito. Alors c'est assez rigolo parce que justement, quand tu parles d'intelligence derrière tout ça, alors on est en droit de se demander qu'est-ce qui peut vraiment être à l'œuvre, quoi. Est-ce qu'il y aurait une forme déiste ou une intelligence extraterrestre? Enfin, ça peut, voilà, tout est possible. On y reviendra dans l'émission d'après. J'expliquerai pourquoi mon hypothèse déiste, c'est pas la mienne, et pourquoi une intelligence extraterrestre, par exemple, pourrait elle-même être née du hasard. Et après, pourquoi pas aussi une explication naturaliste avec du génie génétique naturel. On verra, mais on parlera de tout ça dans la prochaine émission. Ça marche. Alors, on va passer à l'image d'après. Et donc tout ça, en fait, c'est pour montrer un petit peu le cheminement de Darwin, parce que à la base, en vrai, Darwin, son idée, elle était pas du tout farfelue. C'est-à-dire qu'en fait, dans la nature, on voit vraiment beaucoup de choses qui se ressemblent. Donc, par exemple, là, si on regarde les os du bras et de l'avant-bras, en fait, d'espèces différentes, on voit des similitudes absolument extraordinaires. C'est-à-dire que chez l'homme, l'oiseau ou la chauve-souris, on voit qu'en fait, au niveau des os, on va avoir comment dire, un numérus, un radius, un cubitus,
des carpes, des métacarpes, des phalanges. Alors, ils vont avoir des formes différentes, mais on voit tout un tas de choses où il y a des similitudes. On voit que nos yeux peuvent être similaires, on voit que nos organes, un chat comme nous, il va avoir des poumons, une rate, un foie, etc. Et donc, et parfois on voit des espèces qui se ressemblent plutôt pas mal, tu vois, entre un zèbre, un cheval, voilà, des espèces de baleines qui vont se ressembler un petit peu. Et donc du coup, lui, il est arrivé sur l'île des Galapagos où il voyait des pinsons qui avaient des tailles de bec différentes, qui en fonction de ça leur permettaient de s'alimenter donc en allant piocher un petit peu plus loin quand c'était plus compliqué avec un bec recourbé dans les fleurs. Et donc du coup, son idée à la base, elle est pas du tout farfelue. Hein. À Darwin, on peut pas du tout lui en vouloir sur son idée. Mais on va voir si son idée, elle a tenu l'expérience du temps. Alors, disclaimer, je ne sais pas, et après 7 ans de recherche, si l'évolution est vraie ou pas, c'est-à-dire que peut-être qu'elle est différente de ce qu'on pense. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'évolution, à une échelle en fait interespèce, on la constate, hein, c'est-à-dire qu'on voit les espèces évoluer. Et effectivement, bah, les pinsons dans les Galapagos, il y a une évolution. Ça, c'est indéniable. D'accord. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est plus de savoir si on a tous un ancêtre commun, s'il y a bien un arbre de la vie avec la fameuse histoire dont on nous parle, avec des espèces qui seraient sorties de l'eau et puis qui auraient évolué après donc, les amphibiens, les reptiles, les mammifères et l'homme, les primates avant, etc. Alors, donc là, on va voir tout un tas d'images avec des crânes. Alors, ces crânes, bah, on pourrait se dire, voilà, à quoi. Alors, du coup, là, peut-être à transformer mes images. Est-ce qu'on voit plusieurs crânes en même temps sur l'image d'ailleurs? Non, là j'ai suivi la chronologie des La images. Donc chronologie. là je monte le premier qui est plutôt de forme allongée. Ok, bah, je vois, j'ai la chronologie. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est des crânes. Et on pourrait se dire, voilà, imaginez, on est des paléontologues et on a trouvé ces crânes, en fait, dans le registre fossile. Et puis, on voit que certains crânes sont un petit peu plus allongés. D'autres vont avoir des canines un peu plus ou moins proéminentes. Et par contre, au niveau des os du corps, on voit que ça se ressemble. Alors, on va se dire, oh, bon, bah, nickel, on va pouvoir inférer, en fait, une sorte d'évolution. On va dire, bon, bah là, ce crâne, donc là, tu peux montrer les images d'après. Hein. Tout On à va fait. voir que ce crâne, en fait, va s'aplatir pour avoir une mâchoire un petit peu plus carrée, un petit peu plus robuste, qui sera un petit peu plus puissante. Cet autre crâne, en fait, lui, va perdre un petit peu de l'odorat parce qu'il va plus se baser sur un autre modèle de chasse, alors qu'un autre va avoir des canines plus proéminentes. Et en fait, en mettant les fossiles bout à bout comme ça, on pourrait essayer de créer toute une histoire en disant, bon, bah voilà, ça s'est passé comme ça a évolué comme ça pour telle raison. Et en fait, bah, tous ces crânes, là, j'ai essayé de vous troller un petit peu, c'est des crânes de chiens. C'est des crânes de chiens différents. Donc, il y a un chien, voilà, c'est un berger allemand, l'autre, c'est un chihuahua, un bulldog, etc. Et en fait, on aurait pu monter de toutes pièces une histoire évolutive, alors qu'en fait, ils sont nés à la même époque, c'est juste des crânes de chiens récents. Et donc ça, c'est un des problèmes, en fait, quand on trouve des fossiles, c'est que on peut vouloir euh, créer des histoires, en fait, au niveau des fossiles, sur la base d'intuition et de comparaison, créer une histoire évolutive, alors qu'en fait, on n'en sait rien du tout. Le truc, c'est que si les darwiniens ont raison, eux, en fait, ils se basent sur le fait que c'est le hasard et la sélection naturelle. Donc, pour eux, c'est obligé qu'on ait eu des étapes successives, parce qu'on ne peut pas arriver à l'œil d'un aigle, à un aigle ou à un être humain direct d'un coup comme ça. On est obligé de passer par des étapes plus simples pour y arriver. Donc, l'évolution, pour elle, en fait, elle se pose même pas en question. C'est-à-dire que ça va de pair avec le fait qu'ils croient que c'est le hasard. Mais une fois qu'on sait et qu'on a démontré avec tout ce que je viens de dire que c'est pas le hasard, on peut se demander, avec un peu plus de circonspection, est-ce que cette histoire qu'on va voir dans les fossiles est vraie? Alors, on va voir. Alors, il y a un des trucs aussi qu'ils font, en fait, c'est-à-dire que en plus d'examiner le registre fossile, ils vont examiner l'ADN des animaux, donc le patrimoine génétique. Et donc, ils vont comparer. Maintenant, donc en fait, il y a deux écoles, et il y en a une qui va comparer un petit peu les fossiles au niveau anatomie, et l'autre qui va comparer. Donc maintenant, on commence à séquencer l'ADN de à peu près tous les êtres vivants sur Terre. Enfin, on en a déjà énormément. Et donc, en fait, on va comparer l'ADN des êtres vivants et on va dire, ah bon, bah là, tel être vivant a énormément de similitudes
avec un autre. Donc en fait, sur le branchage phylogénétique, on va dire, bah, lui, il va avec un tel. Alors d'ailleurs, souvent, il y a d'énormes discordances entre ce qu'ils trouvent dans les fossiles et ce qu'ils trouvent sur l'ADN. Mais parfois, il y a aussi une cohérence. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a un ADN qui se ressemble, est-ce que ça veut dire qu'il y a un ancêtre commun? Pas forcément. Si par exemple, moi je code un jeu vidéo, par exemple, moi j'ai fait Zelda 1, Zelda 2, Zelda 3, je suis le même codeur de jeux vidéo. C'est pas parce que j'ai fait Zelda 1 et qu'il y a des programmes au niveau des ressemblances, etc., qu'en fait, ces jeux vidéo sont nés les uns des autres. Ou si je fais l'ancienne Fiat 500 et la nouvelle, elles vont se ressembler. Ou la Ford d'un tel modèle qui va ressembler, je sais pas, à la Ford Mondeo avec une autre Ford. C'est pas pour ça que la Ford Mondeo a donné naissance à une autre Ford. C'est juste que l'inspiration vient d'un même designer. Donc en fait, si par exemple c'était un designer qui avait créé la vie sur Terre, un ou des designers, c'est pas parce qu'il y a une ressemblance qu'il y a une évolution commune. Donc on peut regarder ça avec un peu plus de recul. Et on va voir en fait qu'il y a quelque chose qui est absolument extraordinaire dans l'histoire de la Terre, c'est qu'en fait la plupart des espèces vont apparaître un petit peu d'un coup, comme ça, sans ancêtre commun, et sur des périodes extrêmement courtes de quelques millions d'années, et par contre vont pas du tout bouger. Après, vont rester dans des grandes phases qu'on appelle de stase, c'est-à-dire où ça va pas bouger. Par exemple, si on va regarder les plus vieux fossiles de libellules, il y a plusieurs centaines de millions d'années, ben on va voir que ça va ressembler aux libellules actuelles, où elles vont être plus grandes. Si on regarde un fossile de crocodile d'il y a 95 millions d'années, il va vraiment ressembler énormément à un crocodile actuel. Si on regarde les plus vieux fossiles de chauves-souris, ils vont ressembler à des fossiles de chauves-souris actuels. Pareil pour des arbres, le ginkgo, etc. Et par contre, d'un coup, on va voir avec la prochaine slide, on va essayer un petit peu de faire l'histoire de la Terre et de voir ces moments où il y a des explosions, véritablement des Big Bang du vivant. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'explosion d'Avalon. Mais avant de parler de ça, je vais un petit peu revenir sur l'histoire de la Terre. C'est-à-dire que donc la Terre, bon, elle a environ 4,3-4,5 milliards d'années, mais il n'y avait pas de vie possible jusqu'à il y a 3,8 milliards d'années, parce qu'en fait, on a eu ce qu'on appelle un grand bombardement météoritique, et donc les océans étaient en fusion. Donc en fait, la vie n'était pas possible, hein. Les océans se sont évaporés. Et donc, les premières traces de la vie, on les a détectées donc, dans des fossiles du Groenland il y a 3,77 milliards d'années. Donc, ce sont des filaments bactériens. Et donc voilà, c'est les premières traces de vie qu'on a sur Terre. Et direct dès le début, donc dès le début de la vie, on a commencé à avoir de la photosynthèse. Donc c'est la photosynthèse au niveau machinerie moléculaire, c'est d'une complexité extraordinaire, c'est-à-dire que c'est à peu près du niveau de ce que vous avez vu en début de vidéo avec le moteur de la bactérie ou l'ADN qui se réplique. On a affaire à un des processus les plus complexes de la vie. Et ben la vie en fait était sur Terre dès que c'était possible, et en plus dans une complexité qui était absolument extraordinaire. Il faut savoir que même une bactérie, c'est plus complexe qu'une fusée, hein. Voilà. Et D'accord. donc, dès le début, on avait des choses absolument extraordinaires. Mais Et là, après, par contre, ouais, excuse-moi, quand tu parles de photosynthèse, est-ce que tu veux dire par là que sans photosynthèse, enfin, la vie ne serait pas possible? ah bah oui, bah parce que nous, on respire de l'oxygène, et la photosynthèse permet justement de transformer le gaz carbonique en oxygène. D'ailleurs, c'est un processus très intéressant pour terraformer une planète. D'accord. Si nous, on voulait terraformer Mars, on pourrait, et qu'on était assez intelligent pour savoir faire de la photosynthèse, ce serait une très bonne manière de terraformer Mars. Mais dans l'hypothèse d'une hypothétique vie extraterrestre, est-ce que bah, une autre planète doit forcément bénéficier de photosynthèse pour pouvoir espérer avoir de la vie? C'était Alors un pas peu ça. forcément, parce qu'on pourrait très bien imaginer des formes de vie complètement différentes de celles qu'on a. Ok, Donc voilà, d'ailleurs, une intelligence extraterrestre pourrait très bien être super différente de la nôtre. Elle pourrait être électrique, elle pourrait être informationnelle, elle n'a pas besoin d'être de chair et d'os, ou même de nous ressembler d'une quelconque manière, hein. C'est le cliché des petits hommes verts, bon, c'est un peu, voilà. ouais, Euh, et, et donc voilà, alors après, donc en fait, la première apparition un petit peu de vie un petit peu plus complexe,
c'est ce qu'on appelle l'explosion d'Avalon. Et donc ça s'est fait sur 10 millions d'années maximum, entre 575 et 565 millions d'années. Alors à chaque fois, ce sera maximum sur les dates que je vous donne, c'est-à-dire qu'en fait, c'est dans le registre fossile, mais des fois, il va manquer certains fossiles, c'est ce qui fait qu'en fait, on va allonger la période, mais c'est parce que des fois, on va pas retrouver tous les fossiles, mais en fait, si ça se trouve, ça peut être beaucoup plus instantané. Et là, en fait, c'est des organismes, on sait même pas trop ce que c'est, on sait pas si c'est des plantes, des champignons, des animaux. Bon, ils ont une symétrie un peu différente de la nôtre, ils sont un peu matelassés, on voit pas leurs organes. Mais voilà, on a une reproduction sur l'image. Et bon, va passer dessus assez rapidement, mais c'est ce qu'on a retrouvé à l'époque. Après, on a ce qu'on appelle donc la fameuse explosion du Cambrien. Alors, moi, il faut que je retrouve l'image. Voilà, donc l'explosion du Cambrien, donc qui se date entre 537 et 508 millions d'années. Et là, on a donc Time Magazine a appelé ça le Big Bang de l'évolution, c'est-à-dire qu'en fait, sur une période extrêmement courte, on a en fait énormément de types d'animaux qui arrivent sur Terre, donc avec sans ancêtres forcément communs, enfin sans ancêtres ou intermédiaires qu'on voit dans les fossiles. On a plus de 15 000 espèces de trilobites qui arrivent comme ça, on ne sait pas d'où. On a des chordés, des vertébrés, des échinodermes, comment dire, des arthropodes qui arrivent comme ça sur Terre et sans forcément voir d'ancêtres communs. Donc voilà, sur une période très très courte. Après, comment dire, on a encore donc une autre période qui s'appelle la révolution du Nekton, Nekton Revolution. Donc où là en fait on commence à avoir des nageurs actifs. Et là on a plus de 500 espèces de nageurs actifs qui arrivent comme ça un petit peu du jour au lendemain sur 10 millions d'années. Parce qu'avant on avait des espèces qui étaient plus qui se laissaient bercer par les courants ou qui vivaient dans les fonds marins. Et ça c'est pareil. Donc on voit sur le petit graphique à droite, on a une diversification sur un temps extrêmement court d'espèces. Après, on a ce qu'on appelle le grand événement de biodiversification de l'Ordovicien. Donc là, c'est pareil, on a énormément de familles de vertébrés qui arrivent comme ça d'un seul coup. Donc c'est vraiment, c'est le magazine New Scientist a appelé ça le second Big Bang de la vie en fait. Voilà. Alors l'image d'après, donc là, c'est ce qu'on appelle, donc là, on commence à passer à la vie sur Terre. Donc il y a 395 millions d'années. Là, pareil, on a une révolution en fait de la vie sur Terre. On commence à avoir plein de choses qui apparaissent sur Terre, donc de tétrapodes qui sont capables de se déplacer sur Terre. Alors là, c'est très intéressant parce que donc moi, je suis pas, comment dire, je suis pas anti-évolution, pro-évolution. Hein. Moi, je trouve qu'il y a des fossiles qui sont très intéressants. Donc là, à gauche, en fait, on voit tout un tas de lignées qui pourrait faire penser, donc avec certains fossiles comme le Tiktaalik et l'Ichthyostega, qui sont des fossiles qui pourraient faire penser à des lignées un petit peu intermédiaires et qu'on a retrouvées et ça peut sembler sensé, sauf qu'en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que cette histoire, c'est pas du tout sûr qu'elle soit vraie parce qu'on a retrouvé en Pologne ce qu'on appelle les traces de Zakelmi qui datent de 11 millions d'années avant donc le plus ancien justement des poissons que vous voyez dans la lignée, avant même que ça ait pu commencer à marcher sur Terre. Et donc en fait, ça prouve qu'il y avait déjà des organismes qui marchaient sur Terre. Donc en fait, ces fossiles qui seraient des preuves d'un passage des poissons à une espèce de salamandre, en fait, on n'est pas si sûr que ça que ce soit vrai. Voilà. Alors l'image suivante. Alors ça, c'est super intéressant. Là, on a une explosion en à peine 10 millions d'années de quasiment tous les insectes. Donc là, on commence à avoir des libellules, on commence à avoir des abeilles, on commence à avoir des scarabées, etc. Et sur une période, mais vraiment, mais extrêmement courte, c'est quand même extraordinaire parce qu'on n'avait aucun ancêtre vraiment pour les insectes. Et là, ils arrivent comme ça tout d'un coup, mais en plus dans une forme et une diversité qui est absolument incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que les insectes en fait qui ont des formes larvaires,
C'est-à-dire, en fait, alors le papillon, il apparaît plus tard, hein, mais en gros, on peut prendre l'exemple du papillon. C'est-à-dire qu'on a la chenille qui est un insecte qui ressemble pas du tout, enfin c'est le même, hein, mais qui ressemble pas du tout au papillon, qui va se transformer en chrysalide. Il va être réduit en une sorte de bouillie. C'est-à-dire qu'en fait, tous les organes vont être réduits en forme de bouillie. Et avec le même patrimoine génétique, avec le même mode d'emploi, ça va refaire un insecte qui a rien à voir, complètement différent. Et ça, c'est quelque chose qui est super perturbant parce que aussi loin qu'on remonte dans les fossiles, des insectes, en fait, on voit ces insectes qui ont des stades larvaires complètement différents. Or ça, d'après Darwin, c'est quelque chose qui devrait se faire par petites étapes successives. Or, c'est pas du tout ce qu'on retrouve dans le registre fossile. Donc on peut se demander, est-ce qu'il y a vraiment eu une évolution comme Darwin le pense? A priori, ça semble compliqué. On va passer à l'image suivante. Alors, donc après ce qu'on appelle l'explosion triassique. Donc là, c'est pareil. Là, il y a tout un tas. Donc il y a 252 millions d'années. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais vraiment un nombre incroyable de nouvelles familles d'insectes, de reptiles marins, de tétrapodes qui arrivent. Voilà. Et donc on va passer à l'image d'après. Alors là, c'est la radiation des reptiles. Donc là, le nombre de familles, vous pouvez voir sur le graphique, de reptiles marins, on est passé de 0 à 15 en quelques millions d'années. En moins de 8 millions d'années, on a énormément de familles de reptiles marins, mais hyper diverses, qui apparaissent comme ça. Et ça, c'est pareil, c'est très complexe parce que si on avait besoin de le faire au fur et à mesure, on aurait besoin d'un temps énorme. Et pourquoi en fait ça se fait d'un seul coup? Pourquoi ils n'ont pas commencé à évoluer progressivement? Pourquoi on voit pas après? Pourquoi ils évoluent d'un coup et puis après ils s'arrêtent d'évoluer? Ça me, voilà, personnellement, j'ai pas la réponse. Alors l'image d'après, donc ça c'est encore, ouais, on montre un peu les détails de la radiation des reptiles. Donc là on voit tout un tas de familles. Alors moi l'image s'affiche pas chez moi, mais de mémoire, qu'est-ce qu'il y a comme reptiles? Je les ai plus en tête sur l'image, mais tu peux peut-être détailler un petit peu les noms. Il y a Tu as des choses comme du placadontiana, placodonte, ouais. ouais, l'ichthyosaure. Ouais. L'ichthyosaure, ouais. Ouais, c'est quand même des noms assez chiadés. Ouais. Le norphlosaure. Ouais. Bon, en tout cas, on peut le voir au niveau des morphologies, ils sont très très différents. Et ça, en fait, c'est quelque chose, c'est une diversité évolutive qui a apparu en moins de 8 millions d'années. Voilà. Et après, on a les dinosaures, donc la slide d'après. Les dinosaures qui sont apparus, mais comme ça, presque d'un coup, en moins de 8 millions d'années. On a énormément de dinosaures, donc on a et ça, en fait, c'est des choses qu'on peut voir. Là, c'est un article de Nature. C'est pas des choses que des créationnistes disent. Ça, c'est des choses qui sont communément admises par tous les scientifiques, sans ancêtre commun comme ça véritable. Alors bon, comment dire, il y a des gens qui ont essayé d'établir une phylogénie, bon, sur des ressemblances au niveau osseux, mais en fait, la réalité, c'est que c'est comme mon exemple avec les chiens, que ça peut être complètement surinterprété. La vérité, c'est qu'en fait, les dinosaures, au niveau de l'ancêtre commun, c'est complètement surinterprété et on les voit apparaître tous d'un coup comme ça. En tout cas, même s'il y a un ancêtre commun, la question, et je nie pas le fait que ce soit possible, pourquoi il y a une explosion du nombre de dinosaures comme ça? C'est complètement mystérieux. Après, donc Darwin aussi qualifiait ça de mystère abominable à l'époque. Il était au courant de ce mystère. Il y a les plantes à fleurs qui apparaissent d'un coup comme ça. Alors j'ai oublié de dire, il y avait eu un grand épisode aussi de diversification. Il y avait eu des plantes qui étaient apparues sur Terre, notamment des mousses. Mais là, c'est les plantes à fleurs. Et là, c'est pareil, en moins de 15 millions d'années, toutes les plantes à fleurs, mais il y en a énormément des plantes à fleurs d'une diversité extraordinaire. Donc toutes celles avec des fruits, imaginez le nombre de fruits qu'il y a sur Terre. Toute cette diversité de fruits et de plantes à fleurs sont apparus comme ça d'un coup sur Terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de temps pour qu'ils évoluent. Et puis après, ils n'ont pas changé. C'est-à-dire que si on va chercher un ananas primitif, il n'a pas évolué par rapport à un ananas actuel. Voilà, alors la slide d'après, pareil. Alors, j'ai oublié de mettre une slide, mais c'est pareil, les oiseaux, dans toute leur diversité, que ce soit les flamants roses, les pélicans, les moineaux, les pigeons, etc. Pareil, en moins de 10 millions d'années, on a en fait toute la diversité des oiseaux qui est arrivée. Et pareil, donc pour les mammifères, donc là on va pouvoir s'y attarder.
c'est très très intéressant. Sur une période de moins de 13 millions d'années, on a en fait toute la diversité des mammifères comme ça, il y a une véritable explosion. Donc on va avoir des monotrèmes, donc c'est tout ce qui est ornithorynques par exemple, les marsupiaux, les kangourous, les wombats, on peut avoir les vaches, on peut avoir les tigres, les lions, on peut avoir les chevaux, on va avoir les dauphins, on va avoir les chauves-souris, on va avoir les tapirs, les fourmiliers, et même aussi, comment dire, donc les lapins et les baleines. Alors les baleines, ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc d'après le registre fossile, la baleine aurait évolué. Alors il y a plein de théories, hein. Ils ont changé 5 fois d'ancêtre commun. Le dernier serait l'hippopotame. Sauf que l'hippopotame serait apparu après la baleine, donc ils ont des petits problèmes avec ça. Mais bon, il y a un autre fossile qui s'appelle l'Indo-Indus, et donc il ressemble un peu à un cervidé. Et donc en 8 millions d'années, un cerf se serait transformé en baleine ou un hippopotame. Sauf que il y a plus de 300 différences morphologiques extraordinaires et super différentes entre un hippopotame et une baleine. Donc elle va avoir des fanons, elle va avoir un évent au-dessus de la tête, elle va avoir une capacité à respirer sous l'eau profondément pendant une demi-heure. Pareil, le bébé baleineau, pour qu'il tète sa mère, il y a une valve en fait qui va se fermer pour qu'il puisse justement téter en sécurité et pas se noyer en même temps. Et ça, c'est un autre cas de complexité réductible, parce que si la valve apparaît comme ça avant que l'hippopotame ou l'animal qui était terrestre avant l'hippopotame qui est semi-aquatique, parce que lui-même avait un ancêtre terrestre, si la valve elle apparaît avant que l'ancêtre n'ait d'intérêt à aller sous l'eau, bah, ça va pas être sélectionné. Pourquoi la valve apparaîtrait? Et si le bébé baleineau ou hippopotame commence à téter sous l'eau, bah, il va s'étouffer. Donc là, on a encore un problème un petit peu de l'œuf et de la poule. Et voilà, et c'est des animaux qui sont extrêmement différents et ils auraient évolué comme ça sur une période très très courte. Et ça, en termes de probabilité, c'est complètement improbable. Alors, on pourrait faire des calculs, là, ça serait technique, mais par rapport au taux de mutation dans l'ADN, en fait, on montre que c'est pas possible. Sur ce qu'on constate sur les taux de mutation classiques. Donc voilà. Alors après, on va passer à l'image d'après. Je check le temps en même temps. Et donc on sait pas d'où vient la baleine. Si je résume de façon simple Alors, et on va en triviale. reparler, hein, on va en reparler après, justement, c'est très intéressant parce que la baleine, c'est un petit peu comment dire, le symbole emblématique de l'évolution. C'est-à-dire que, par exemple, si on lit un des meilleurs bouquins de l'évolution qui s'appelle Pourquoi l'évolution est vraie de Jerry Coyne. Donc moi, je me suis amusé en fait à lire vraiment depuis 7 ans tous les livres que je pouvais, sur lesquels je pouvais tomber. Hein. Donc entre le nombre de livres que j'ai lus et les publications scientifiques, je suis à des milliers. Et vraiment, j'ai cherché à être neutre, c'est-à-dire que j'ai lu des livres sur l'intelligent design, mais aussi des livres de gens qui sont pro-évolution. Et en fait, ce que dit donc Jerry Coyne, c'est que la baleine, c'est un peu un des trucs les mieux documentés qui prouvent l'évolution. Sauf qu'en fait, on verra après que c'est pas du tout aussi bien prouvé que ce qu'on veut dire. Et c'est assez gênant pour un symbole de la preuve de l'évolution. Donc, on va passer à ce qu'on appelle ah oui, alors j'ai oublié une slide. Alors, pardon. Donc oui, ah voilà. Donc est-ce que tu vois la slide avec donc il y a 2 taupes et une baleine. Ouais, alors je me demandais ce que c'était. C'est des taupes, d'accord. Ok. Ouais, elle est affichée. Alors, à ton avis, quels sont les animaux qui sont les plus proches sur l'arbre du vivant entre les trois? Entre les trois, les deux Ouais, qui le les sont deux le qui sont le plus. plus proches. Ouais, Ouais, bah, je suppose que ça va pas être les deux taupes finalement. voilà, c'est un piège, Il y t'es a une pas idée tombé comme ça, dedans. voilà. Mais intuitivement, voilà, enfin même Bien moi sûr, avant de connaître, j'aurais dit bah c'est les 2 taupes. bien Et sûr. non, en fait, c'est la première tout en haut et la baleine, c'est-à-dire que la taupe placentaire est beaucoup plus proche de la baleine que la taupe à poche. Ok. Ça paraît extraordinaire. Alors, on va mettre la slide d'après pour l'expliquer. Alors, je vais sur la slide aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle la convergence évolutive. Alors ça, c'est absolument extraordinaire. Donc, à gauche, on a ce qu'on appelle les mammifères placentaires.
Et à droite, on a ce qu'on appelle les marsupiaux, donc c'est les animaux qu'on va surtout trouver en Australie ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc du coup, en fait, à droite, c'est des animaux qui sont à poche, c'est-à-dire que le bébé kangourou, tu vois, il va être extrêmement petit, il va se développer dans la poche de sa mère. Pareil il y a une souris à poche, donc qu'on appelle la souris marsupiale. Il y a une taupe à poche, donc on a vu juste au-dessus. On a un écureuil à poche, un chat à poche, tu vois, qu'on appelle le chat marsupial, etc. Pardon, je bouge mon truc pour voir l'image, un loup à poche, un écureuil volant à poche. Et donc, en fait, ces choses-là, on peut voir qu'ils ont leur analogue au niveau des mammifères. Donc, on va avoir une souris qui va énormément ressembler à la souris à poche. On va avoir une taupe qui va ressembler énormément à la taupe à poche, le chat qui va ressembler au chat à poche, etc. Et bien pourtant, ces animaux sont extrêmement éloignés au niveau de l'évolution, c'est-à-dire que tous les animaux que tu as à gauche sont plus proches du dauphin ou de la baleine, et ceux à droite sont tous plus proches du kangourou. Mais ils ont tous pris les mêmes formes, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient un ancêtre commun et en fait, ils se sont diversifiés et ils ont, en évoluant, ils ont tous commencé à reprendre les mêmes formes à des distances géographiques incroyables. C'est-à-dire que l'évolution, à distance, a reproduit les mêmes formes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Donc ici, il y a peut-être l'environnement alors qui joue. En vrai, j'en sais rien. Je te donnerai mon hypothèse après, mais Ok. c'est vraiment extraordinaire. On va voir l'image d'après, et ça, on va le voir en fait pour énormément de choses dans la nature. Donc après, on voit, ah oui, c'était une slide. Donc là, c'est des poissons, ce qu'on appelle des cyclidés. Je me demande si j'ai pas fini sur le H, moi je dis cyclidés. Bon, bref. Donc ça, c'est des poissons qu'on retrouve entre le lac Tanganyika et le lac Malawi. Et donc en fait, tous les poissons que tu vois à gauche et à droite, si tu regardes, il y en a un qui va ressembler à l'autre, sauf qu'en fait, la famille à gauche, c'est la même famille, et à droite, c'est la même famille, et pourtant, en évoluant, ils ont tous repris les mêmes formes. Je dois pas avoir la bonne slide, Ah, toi, t'es sur Pierre-Alexandre. quel slide Parce là? que là, j'ai des espèces de trucs, tu sais, qui se recourbent, des espèces de petites bestioles Ah, à les mille coque. pattes. Bon, Ouais. c'est pas grave, on va passer aux mille pattes. Donc là, en fait, tu vois, ça c'est, il y a un mille pattes et l'autre c'est un crustacé, mais les deux vivent en forêt. Et en fait, il y en a un c'est un insecte et l'autre c'est un proche parent de la crevette. C'est-à-dire qu'en fait, si tu vas le ramasser en forêt, hein, c'est dingue, tu vas le Ok. goûter, ça va avoir un goût de crevette. Et tu peux voir, donc en fait, ils sont super différents au niveau de la phylogénie, parce qu'il y en a un c'est un insecte et l'autre, du coup, c'est proche voilà, de la crevette. Et ben pourtant, au niveau de l'aspect, ils vont énormément se ressembler. Incroyable. Donc l'image d'après, on peut voir, donc là c'est le, alors là je pense que tu as regroupé les images, là c'est le canard, l'ornithorynque, Ouais. c'est ça? Ouais. Canard et Donc là tu orni. peux voir qu'ils ont un bec qui est super similaire, or l'ornithorynque c'est un mammifère, mais il a évolué un bec similaire, il y a même des dinosaures qui ont évolué aussi de la même manière, alors qu'ils sont pas du tout proches hein, au niveau des familles, un bec. Après si on passe au slide d'après, on peut voir par exemple le perroquet, et le calamar géant qui ont évolué avec un bec qui est pareil. Tu veux dire que Ça, tu le vois? la deuxième photo d'ossement de bec, c'est un bec de calamar en fait? Ouais, c'est ça. Donc, ouais, C'est c'est fou, hein? incroyable. Ah ouais, on dirait vraiment, on dirait que c'est les On mêmes. dirait le même. Ouais, ouais, c'est les mêmes. Clairement. Donc ça, c'est extraordinaire, tu vois. Alors après, je pense que tu as les images sur les yeux que tu as dû regrouper. Tout à fait. Donc après le calamar, Donc là, on a les yeux, ouais, effectivement. donc là non, mais les yeux, tu sais, après avec les yeux de chèvre, de Oui, oui, grenouille, tout de à pieuvre, fait. tout ça. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Donc là, ça c'est pareil, c'est extraordinaire. Alors, il faut savoir que l'œil aurait évolué, d'après les évolutionnistes, entre 40 à 65 fois différemment. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aurait pas eu un ancêtre avec l'œil, ça se serait fait de manière différente. Je donne un exemple, par exemple, les ailes de la libellule et les ailes de l'oiseau. Ça aussi, c'est une convergence évolutive parce qu'ils volent, mais pourtant, il n'y a pas d'ancêtre commun entre la libellule et l'oiseau qui avait une aile. Pourtant, ils ont évolué une aile tous les deux. Bah, pour les yeux, c'est pareil, sur 40 à 65 ordres différents. Et là, en fait, il y a même plus incroyable, en fait, il y a des yeux avec la pupille verticale et d'autres avec la pupille horizontale, mais sur des animaux qui ont des phylogènes, enfin, qui, au niveau de proximité évolutive, sont complètement différents.
Par exemple, comment dire, la pieuvre. La pieuvre, elle a une pupille qui ressemble à celle de la chèvre. Pourtant, elle est super différente de la chèvre, alors que la chèvre a une pupille donc horizontale et le chat a une pupille verticale. Et pourtant, la chèvre est beaucoup plus proche du chat. Donc ça veut dire que ça a réévolué indépendamment des pupilles verticales et horizontales. Donc petit aparté, la pupille comme ça pour les chats, ça leur permet de mieux détecter leur proie dans le plan, et donc ça leur permet de mieux capturer leur proie. Bon, on va pas faire un cours sur les pupilles, donc on va passer après au slide d'après, parce qu'il faut surveiller le temps. Donc sur les oiseaux, chauves-souris, c'est Tout à ça? fait. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est pareil, en fait, tu vois, là, on a encore une forme de convergence évolutive, c'est-à-dire que donc, le ptérodactyle, donc, qui est un dinosaure, a évolué à une forme d'aile, indépendamment de l'oiseau, indépendamment de la chauve-souris, j'aurais pu même mettre de la libellule, et donc ça montre encore une fois, tu sais, que les formes de la nature vont toujours aller vers les mêmes choses. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, parce que si tu veux, si c'était vraiment le hasard, tu pourrais très bien avoir des choses différentes qui se forment. Tu pourrais avoir comme des pales d'hélicoptères, ou tu pourrais avoir, je sais pas, la nature pourrait être créative, tu vois, des fleurs qui ressemblent à une tête de Simpson, ou un truc qui ressemble à un grippin, mais j'en sais rien. En fait, si tu veux, on peut tout inventer, parce que si les molécules interagissent comme ça un petit peu par hasard et que c'est sélectionné, je pourrais très bien avoir un tatouage de Simpson qui se forme dans mon dos, et pourquoi ça ne serait pas sélectionné, tu vois ce que je veux dire ça... Ouais. Et d'ailleurs, souvent, on voit toujours une utilité dans la sélection. Par exemple, si tu veux, les bébés, quand ils naissent, ils ont la plante des pieds plus dure au niveau des talons, tu vois, c'est plus épais. Et parce qu'en fait, on a besoin de marcher, c'est utile. Mais pourquoi, si j'ai une mutation génétique qui arrive et qui me donne la plante plus dure dans le dos? Des fois, tu as les mutations qui sont neutres, ça pourrait être neutre, ça pourrait être sélectionné parce que ça ne met pas en cause ma survie. Pourtant, on voit bien qu'en fait, il n'y a jamais de truc comme ça qui va se former. On va jamais avoir la peau du dos plus dure, alors que ça va toujours être au bon endroit, si tu veux. On voit qu'il y a quand même une intelligence dans ce qui se fait. Et pour finir sur la convergence évolutive, donc là, on voit sur la slide d'après un poisson qui est enceinte. Donc là, tu vois, nous, on est des mammifères, on peut être enceinte. Bah, les oiseaux. Les poissons ne pondent pas forcément toujours des œufs. T'en as qui ont évolué le fait d'avoir le bébé dans le ventre, quoi. C'est quand même incroyable, de manière séparée, tu vois. Mais pour Et autant, donc, on on pourrait se peut dire, pas, bah, il y a... pour autant, on ne les appelle pas Oui, dis-moi. mammifères, quoi. Parce que normalement, c'est quand même la propriété des mammifères d'avoir leur propre. Si je me trompe pas, alors d'ailleurs, je suis pas spécialiste de tout en biologie, hein, ça demande tellement de connaissances, mais je crois que tu as raison, et je crois que c'est le propre des mammifères, ouais. Ouais. Donc, voilà. Mais non, peut-être, je crois qu'il y a des insectes aussi, tu vois. Enfin bon, voilà. Et donc, du coup, après, on fera un petit brief. Je vais passer juste sur la baleine pour terminer. Et après, on aura voilà, le temps de débriefer un petit peu sur voilà, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on peut en conclure un petit peu sur l'histoire de la vie sur Terre. Donc là, on doit voir le slide de l'évolution de la baleine, c'est ça? Ce que tu appelles le dorudon, c'est ça? Non? Là, on a Oui, une c'est ça, évolution. c'est ça, c'est ça. Ok, Voilà. ok. Et donc en fait, alors donc comme je te disais, ça c'est vraiment une des lignées un petit peu emblématiques de l'évolution sur Terre, c'est-à-dire on a du mal à trouver des fossiles un petit peu intermédiaires. Par exemple, les chauves-souris, elles apparaissent comme ça dans le registre fossile, et ça embête bien, tu vois, les darwiniens, parce que euh, on retrouve jamais de chauve-souris avec une demi-aile, si tu veux, ou un bout d'aile, un moignon. Par exemple, pour les oiseaux, c'est pareil. Donc l'explication des évolutionnistes, ce serait qu'au début, ils auraient eu des sortes de proto-ailes. Alors il y a un peu deux écoles, il y en a, ils disent, ils auraient eu des sortes de moignons, un petit peu d'ailes au début, qui pouvaient agiter un petit peu. Alors, ils pouvaient pas voler, mais par contre, sur les pentes, tu vois, ils pouvaient courir un petit peu plus vite, un peu comme les poules qui peuvent pas trop voler. Il y avait une petite portance. Du coup, ils pouvaient plus survivre aux prédateurs en courant plus vite sur les pentes. Et donc, eux survivaient mieux que leurs collègues. Et donc, du coup, après, ils ont eu le temps d'évoluer leur aile complète. Mais enfin, le truc, c'est que déjà, c'est complètement tiré par les cheveux. Mais en plus, dans le registre fossile, on trouve rien. On trouve pas comment dire, d'oiseaux avec des formes de proto-ailes. Si tu veux, pareil pour les chauves-souris, quand les plus vieilles chauves-souris qu'on trouve, elles sont complètement formées de A à Z. Elles sont comme aujourd'hui. Mais pourtant, encore une fois, quitte à le répéter, comme l'exemple du cou de la girafe, c'est quand même ce qui est communément admis de dire, là tu citais l'exemple des ailes, que voilà,
on aurait eu au début des espèces qui avaient des petites ailes, ça leur aurait permis de survivre, et puis et pourtant ça n'a pas l'air d'être aussi simple que ça, quoi. Mais pourtant c'est ce Bah, qu'on apprend. moi, objectivement, je pense pas que ça se soit passé comme ça parce que vu que les oiseaux, c'est sur 10 millions d'années qu'on voit leur percée et que on a retrouvé plus de 200 000 fossiles d'oiseaux, qu'on n'en a pas retrouvé un. Est-ce qu'il y a ça aussi? Ça, c'est donc petit aparté. Il y a une explication un petit peu de certains darwiniens qui va dire oui, mais le registre fossile est incomplet. Sauf que maintenant, en fait, tous les experts estiment qu'il est complètement complet parce qu'en fait, on a retrouvé, alors bon, on a des milliards hein, de fossiles, certains des millions, mais en fait, par exemple, pour les dinosaures, on a plus de 100 000, les oiseaux 200 000, les chauves-souris, j'ai plus le chiffre en tête, mais voilà, on a plusieurs dizaines de milliers, etc. Et en fait, c'est super complet. Et une analogie qui est très bonne, c'est imagine tu commences à chercher des coquillages sur la plage et en fait, bah, tu te dis, je veux avoir un petit peu tous les coquillages qui existent. Et au début, tu en trouves plein, c'est ton début, ils sont différents, etc. Puis à force de chercher, tu retrouves toujours les mêmes. Et à un moment, bah, il faut vraiment que tu passes beaucoup de temps pour en chercher un nouveau. Bah, maintenant, pour les fossiles, c'est un peu pareil. Le registre fossile est quand même très, très complet. Et donc, en fait, maintenant, pour trouver des nouvelles espèces, il faut vraiment énormément chercher. Et la plupart de ceux qu'on trouve, c'est des fossiles qu'on connaît déjà. Donc, en fait, ça montre bien que les fameux fossiles manquants qui seraient problématiques, en fait, ils n'existent pas parce qu'en fait, on les trouve pas. Ouais. Mais encore une fois, Donc, toi, paradoxalement, on a quand même une connaissance du vivant aujourd'hui, vraiment de tout ce qui habite notre biosphère, qui est assez limitée quand même. J'entends toujours que parfois on sait qu'il y a des espèces qui disparaissent alors qu'on ne les avait même pas découvertes. Tu sais, ce fameux exemple de tout ce qui peut peupler l'Amazonie ou le fond des abysses, etc. Donc là aussi, c'est marrant parce que finalement, on a une grande connaissance des fossiles, on a une cartographie incroyable. Et le vivant actuel, bah, il y a des fois des choses qui nous échappent. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais si, mais c'est parce que ça, c'est à l'intérieur de la même espèce, tu vois, ça va être une espèce de grenouille super rare ou de phasme super rare. Disons que ça, c'est en fait, c'est pareil, ça, dans le registre fossile, on va retrouver une infime portion, mais par contre, c'est plus sur les familles elles-mêmes. Là, on va retrouver, tu vois, les ancêtres des chevaux, des chauves-souris, des coléoptères, des machins. C'est plus à l'intérieur des familles. Effectivement, là, il y a des diversités qui sont extraordinaires et d'ailleurs, c'est quand même assez triste qu'il y ait autant d'espèces qui disparaissent tous les jours. Mais bon, ça, c'est l'humain ça et méritait de son le système rappeler. économique. Ça méritait de le rappeler, c'est important. Bah, ouais. Bah non, mais la nature est extraordinaire. Et d'ailleurs, petit rappel, enfin, on pourrait faire une émission un jour sur le biomimétisme, mais on l'a vu, par exemple, avec le flagelle bactérien, là, le moteur. La nature, c'est vraiment des prouesses technologiques extraordinaires. L'œil d'un aigle, le sonar d'un dauphin, la manière dont est stockée l'information dans l'ADN. Et si tu veux, à chaque fois qu'une espèce disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle de Tout à choses fait. dont on aurait pu s'inspirer pour résoudre nos problèmes environnementaux, techniques. Et donc en tuant la nature, on se tue nous-mêmes au niveau de notre potentiel. Alors on va revenir vite fait sur les fossiles de la baleine. Donc on a deux fossiles un petit peu. Alors le Dorudon qui est tout en bas, ça c'est un cousin de la baleine, il n'y a pas de souci. Qui a disparu, mais c'était une forme de baleine, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, on a le fameux Pachycetus et le Rhodocetus. Ah, et là je me dis que j'aurais dû mettre une autre image. J'ai mal vérifié en préparant parce que le Pachycetus et le Rhodocetus, il y a aussi l'Ambulocetus qu'on va voir après, qui est un fossile un petit peu classique. Et donc on va dire, regardez, on commence à avoir pour le Rhodocetus une queue qui se forme à l'arrière comme la baleine, tu vois, et puis on commence à avoir des nageoires un petit peu palmées. Et puis on va avoir, comment dire, la mâchoire qui va s'allonger et les narines qui vont commencer à migrer progressivement. Et on dit, waouh, c'est génial, c'est vraiment une preuve de transition d'un fossile terrestre pour aller jusqu'à la baleine. Et en fait, il s'avère que les découvreurs eux-mêmes, il y en a que deux dans le monde, en fait, ils ont trouvé toute la série de fossiles. Ils étaient à fond là-dessus. Les deux découvreurs eux-mêmes de cette transition se sont complètement remis en question en disant, on pense que ces fossiles sont pas du tout bons. Donc on va aller sur et là, alors ça, c'est pas du tout connu, hein, parce que moi, j'ai essayé de me taper tous les cours de paléontologie, là, de master, pour justement bien étudier les fossiles en profondeur. Même les cours les plus à jour de master en France, ils te le disent pas, hein, qu'ils sont complètement plantés. Donc même les mecs qui ont un doctorat, ils sont même pas au courant de ce que je vais te raconter là. Donc, on va voir la slide d'après. Donc le Rhodocetus, en fait,
dans toutes les belles images, tu sais, qu'on va te présenter dans les magazines, sur Science et Vie, etc., on va commencer à te mettre une queue qui s'allonge. Sauf qu'en fait, bah, si tu regardes le vrai fossile, là, tel qu'il est présenté, bah, en fait, il n'y a pas de queue. Il n'y a pas de queue. Et quand tu vas demander au découvreur ce qu'il en pense, il dit, ah, bah, j'ai pensé qu'il avait une queue. J'ai interprété, j'ai pensé qu'il pourrait avoir une queue parce que ça pourrait être l'ancêtre de la baleine. Et puis pareil pour les membres palmés, il dit, ah bah ouais, bah, j'ai inféré le fait qu'ils avaient des membres palmés. Puis, sauf qu'en fait, ils ont trouvé un autre fossile et ils se sont rendus compte qu'il n'avait pas les membres palmés. Ah, et il n'avait pas de queue allongée, comme ça. D'accord. Alors sur la slide d'après, donc, il le dit lui-même. Il dit, donc je traduis de l'anglais, j'ai spéculé que ça pourrait avoir, donc fluke, c'est, tu sais, la nageoire caudale de la baleine à l'arrière, là. Oui. Donc j'ai spéculé que ça pourrait avoir une nageoire caudale. Je doute maintenant que le Rhodocétus avait une queue allongée. Voilà. Donc le symbole de l'évolution, on prend pour son grade. Alors, donc après l'ambulocétus, donc du coup dont j'ai parlé, qui était pas sur l'image d'avant, donc j'aurais dû mettre. Donc pareil, en fait, ça, en fait, c'est le fait que la mâchoire se soit allongée et que en fait les narines qui étaient un petit peu, tu sais, sur le devant, et puis auraient commencé à migrer pour passer derrière les yeux et se réunir pour faire, tu vois, le trou par lequel, donc l'évent par lequel respire la baleine. Et donc en fait, ça à gauche, c'est donc en fait ce qu'on va te présenter dans les magazines. On va te dire, ah, bah regardez, l'ambulocétus, il ressemblait à ça avec sa mâchoire allongée. Et puis à droite, bah, c'est le vrai fossile qu'on a retrouvé. Sauf qu'en fait, ça ressemble pas du tout entre la droite et la gauche. Alors oui, il manque des portions d'os, sauf qu'en fait, c'est complètement inféré au niveau de la taille. La mâchoire, elle pouvait très bien être beaucoup plus courte. Et au niveau des narines, en fait, on sait pas du tout où elles étaient. Donc voilà, alors c'est très complexe, c'est-à-dire que là, les fossiles, ça se base sur plein de trucs très complexes. Ça va être les dents, ça va être des articulations, ça va être, comment dire, tout un tas de trucs vraiment. Je me suis pris la tête en anatomie, c'est très très complexe. Là, je donne juste des exemples, mais c'est un peu pour illustrer le fait que des fois, quand on dit quelque chose, c'est pas forcément vrai. Parfois, il y a même aussi des fossiles qui sont falsifiés. Donc, on a eu Ouais. le cas de l'archéoraptor qui a été falsifié par des Chinois, qui a été revendu, je sais plus, une fortune, plusieurs dizaines de millions d'euros. Et en fait, c'était un collage de 3 fossiles différents pour dire qu'ils avaient trouvé un fossile de transition entre les dinosaures et les oiseaux, qu'ils avaient exposé justement après dans le magazine Nature. Ils ont dû se dénier, justement avec un article pour se faire pardonner. Et puis les Chinois, ils se sont fait Bah des oui. couillasses en or, tu vois. Bah bien sûr, mais ce qui est, il y a une remarque, je me permets, tu vois, parce qu'en même temps, je regarde le chat un petit peu et voilà, et il y a une remarque de David qui est intéressante où il dit quand même, c'est assez illusoire de penser que le registre fossile est complet, parce que selon lui, il y a quand même des conditions exceptionnelles pour qu'il y ait fossilisation. Donc finalement, on peut aussi penser que même si on a beaucoup de fossiles, enfin, il y a peut-être beaucoup de choses qui nous échappent quand même, dans la mesure où les conditions seraient particulières et que tout ne fossiliserait pas, et enfin, tu vois. Non, alors c'est vrai et c'est pas vrai, mais en tout cas sur les grands ordres des familles, j'ai lu un bouquin complet dessus et malheureusement j'aurais dû mieux préparer mes chiffres, donc je les connais pas par cœur, mais je sais que, alors par exemple tout ce qui est vertébrés marins, là on est de l'ordre on est sur les millions, là on en a des millions. Les mammifères, on est sur les centaines de milliers, les dinosaures, là je connais mon chiffre, on est sur 200 000. Non, pardon, 100 000. Les oiseaux, on est sur 200 000. Comment dire, en fait, la plupart des grandes familles, on a vraiment retrouvé énormément de fossiles. Il y a des fois des problèmes, un petit peu pour les organismes qui sont, comment dire, qui n'ont pas je trouve pas mes mots, tu sais, qui sont gélatineux ou qui sont, comment on dit en français, soft body, tu sais, genre mou, voilà, des organismes mous. Cartillage peut-être, non? Ils ont Donc pas là, qui de, ont plus de problèmes, pardon. ils ont pas d'os, ils ont pas d'os en Ils fait, n'ont pas c'est, d'os, tu vois, c'est pas dur. Donc là, c'est plus dur à se fossiliser. Donc là, on a plus effectivement des problèmes dans les temps un petit peu reculés. Mais globalement, non, non, le registre fossile est très complet. Et là, même les évolutionnistes darwiniens s'accordent dessus. Donc là, non, non, vraiment, il y a pas de souci. Mais là, juste pour terminer, et puis après, on fera une ouverture, on va passer sur la dernière. On va voir quand même qu'il y a des éléments qui pourraient faire croire à l'évolution. Donc moi, je suis pas du tout fermé à ça. Donc là, est-ce qu'on voit que la baleine a des jambes? ok.
Donc là, est-ce que ça, tu le savais? En fait, la baleine, elle a des jambes qui sont à peu près de la taille des nôtres, en fait, qui sont perdues, qui sont détachées de leur squelette, qui sont perdues dans la chair, et elle a des jambes à l'arrière, comme ça. C'est fou, non? C'est fou. Alors on se dit quoi? Si elle évolue encore un peu, elle va sortir de l'eau et marcher? Alors, non, mais tu sais qu'il y en a des fois, on a retrouvé des dauphins ou des baleines même qui ont eu une mutation qui a fait qu'en fait, ils avaient même des pattes arrière. Parfois, on a aussi des chevaux, tu sais, qui au lieu d'avoir un seul sabot comme ça, vont avoir des petits doigts qui dépassent sur les côtés, tu vois. Euh, Ok. et donc, en fait, on voit qu'on a quand même quelque chose qui est codé à l'intérieur, qui fait qu'il y a une potentialité pour qu'ils puissent marcher. Alors, il y a deux solutions. Soit ça a vraiment évolué, soit c'est ce qu'on pourrait appeler des gènes interrupteurs on et off. C'est-à-dire que une hypothèse, par exemple, si l'intelligent design est vrai, par exemple, une civilisation avancée aurait très bien pu balancer des cellules sur Terre, et c'est un peu comme un Tamagotchi ou un Pokémon, ils sont programmés, si tu veux, c'est intelligent, hein, ça met pas plein de temps comme ce que Darwin pense, ça évolue direct, c'est programmé pour passer en chat, en baleine, en dauphin, en lémurien, en ci, en machin. Et c'est pour ça qu'il y a comment dire, une origine commune et il y a un potentiel pour coder dans le génome qui est un petit peu commun à tous. Par exemple, tu sais qu'ils ont réussi à faire pousser des yeux sur les ailes d'une drosophile en codant, en utilisant des gènes de souris, les Ok. gènes PAX6, alors qu'en fait, les yeux de la chauve-souris, de la drosophile et de la souris ont complètement rien à voir. Donc c'est complètement incroyable que ces gènes puissent avoir une interaction commune, de là à pouvoir faire développer des choses comme ça. Et on peut se demander s'il n'y a pas des gènes un petit peu on et off. On le voit, tu vois, on le voit des fois, tu as des poissons qui perdent leurs yeux dans les caves, tu vois. Ils ont toujours la potentialité de pouvoir voir, tu vois. Donc après, bah, limite, je suis là pour les quelques minutes qui restent. Si tu as des remarques, il y a un petit peu des ouvertures à faire, tu vois. Bah, on a quand même des questions. Après, dire exactement que tu seras en mesure de répondre à toutes les questions, c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, on a des questions faut essayer. intéressantes. Voilà, en tout cas, toi pour ta partie, là, ça serait bon parce il y a aussi l'ouverture vers la suite de cet épisode. Tu veux en parler maintenant, ouvrir maintenant et on répond après ou? Bah non, mais si ça dépend c'est toi qui vois, ça dépend des questions et du temps qui reste. Je pense qu'on a encore 10-15 minutes, non? Ouais, disons que alors par exemple, tu vois, tu as David qui dit, pour lui, c'est simplement la démonstration que les organismes s'adaptent à leur environnement et ils choisissent parfois les mêmes solutions à acquérir. Il dit, alors en quoi cela remet-il en cause la possibilité d'évolution des espèces? Elle ne serait pas due au hasard. Bah, justement, en fait, le truc, ça c'est intéressant ce qu'il dit. En fait, on n'a jamais vu d'espèces évoluer sous nos yeux. C'est-à-dire qu'en fait, donc j'ai cherché partout, en fait, parce que si tu veux, si tu regardes la nature, on voit jamais les espèces évoluer. Alors il y a des gens qui disent, oui, c'est parce qu'on vit sur un laps de temps trop court, donc on n'a pas le temps de le voir. Et donc il y a eu des expériences, justement là-dessus notamment, donc les expériences sur les évolutions bactériennes. On l'a fait muter en laboratoire pendant 30 ans, donc ça s'appelle les expériences de Lenski, l'équivalent de 1 million d'années d'évolution humaine. Et en fait, on a essayé de voir justement si les bactéries allaient évoluer. Et en fait, on les a jamais vus évoluer en 30 ans. Alors, il y a eu des petits trucs. Et d'ailleurs, ils se sont un peu enflammés. C'est-à-dire qu'on a commencé à voir une bactérie qui se reproduisait plus vite. On disait, ouais, extraordinaire, regardez, celle-là, elle vient d'évoluer, elle va plus vite. Sauf qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une mutation génétique qui a fait que le flagelle qu'on a vu au début, là, le petit moteur qui tourne, il avait cassé. Et donc, du coup, en fait, elle consommait moins d'énergie et si tu veux, c'était mis dans des fioles. C'est sur un petit dispositif qui agite en permanence les fioles. Donc, ce qui fait qu'en fait, elle pouvait quand même bouger et se nourrir du substrat. C'était un peu des bactéries flemmardes. Mais en fait, c'était des bactéries un peu handicapées, tu vois, un peu golemons. Mais donc, du coup, comme elles consommaient moins d'énergie, eh ben, en fait, du coup, elles pouvaient aller plus vite dans leur reproduction, mais en fait, c'était pas du tout un nouveau truc comme s'il avait inventé un nouveau moteur ou des ailes ou bon, je dis n'importe quoi pour une bactérie, mais vraiment une nouvelle fonction. C'est plus une bactérie qui avait perdu. On l'a vu aussi pour une bactérie qui a commencé à digérer du citrate. On s'est dit, et là, il y a tous les biologistes évolutionnistes qui sont enflammés, qui ont commencé à dire, regardez, c'est la preuve devant nos yeux que l'évolution peut avoir lieu. Sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était un gène qui était déjà présent,
que la bactérie était déjà capable de digérer le citrate. C'était juste un gène on-off qui s'était activé avec un interrupteur, mais il n'y avait pas eu de nouvelle inscription dans le patrimoine génétique. Et le seul truc que j'ai trouvé dans toute la littérature, ce serait un lézard sur une île croate qui aurait été amené après sur une autre île, donc non, pardon, d'Italie vers une île croate, qui serait devenu végétarien et qui aurait évolué une valve sécale. Donc là, ce serait le seul truc où on aurait vu un organe apparaître. Mais je veux dire, c'est complètement fou qu'on n'ait jamais vu ça ailleurs sur aucune autre espèce. Limite, on peut se demander s'il s'est pas planté ou s'il n'a pas voulu un peu falsifier, comme les Chinois, tu vois, ont essayé parce qu'il y a plein d'histoires de falsification de crânes où ils ont mélangé les crânes humains, l'homme de Piltdown, etc. Donc pourquoi pas? Je dis pas que c'est faux, que c'est vrai, mais je trouve ça extraordinaire qu'on ait que cet exemple-là, si tu veux. Ouais. Sinon, on n'a jamais vu une espèce évoluer. Donc pourquoi, si les espèces s'adaptaient, on le verrait. Par exemple, moi, si je vais commencer à essayer de voler, je vais pas commencer à voler. Ou si je commence, tu vois, si je commence à aller sous l'eau, à commencer à tenir ma respiration, c'est pas pour ça que je vais pas crever ou que mon gosse va pouvoir commencer à respirer sous l'eau. On voit jamais dans la nature d'adaptation, en fait, si tu veux. Ou alors, ça reste dans le champ de l'interespèce. C'est vraiment des micro-évolutions, mais qui pourraient être le fait que c'est bien fait et qu'on voit une adaptabilité. Mais on n'a jamais vu de truc qui fait qu'une espèce se transforme radicalement. Ça, pour l'instant, on n'est pas au courant. Ok. On a une question qui nous dit que, tu vois, pour les plantes à fleurs, en gros, si je comprends bien, donc les plantes à fleurs, en gros, elles se sont développées assez rapidement, en 15 millions d'années, et finalement, depuis 455 millions d'années ou 500 millions d'années, elles n'auraient pas vraiment évolué. C'est aussi ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'en 15 millions d'années, on a vu les plantes à fleurs apparaître, etc. Et depuis tout ce temps, depuis quasiment un demi-milliard d'années, ça n'a pas bougé, quoi. Ouais, depuis 300 millions, je crois que c'est 300 millions d'années, il faut que je regarde la slide, mais Ouais, oui, c'est ça, ça n'a pas 4 bougé. Alors, ouais, 455 millions alors d'années. des fois, on voit aussi, tu sais, comment dire, en fait, des fois, il y a une grande explosion, c'est-à-dire de la diversité des espèces, et puis après, tu en as quand même une nouvelle qui apparaît un peu. Alors, est-ce que c'est parce qu'on l'a pas trouvé dans le registre fossile, par exemple, tu vois, t'as des fossiles qu'on retrouve, et puis des fois, il y a des trous, tu vois, genre le sélacanthe, c'est une sorte de fossile vivant qu'on avait retrouvé il y a plusieurs dizaines de millions d'années, qu'on pensait éteint, et puis un jour, on l'a retrouvé dans l'océan Indien, on en a retrouvé depuis pas mal, et on pensait que c'était éteint et on n'en retrouve pas dans le registre fossile pendant des dizaines de millions d'années. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas disparu, pourtant on le retrouve. Donc des fois, tu as aussi le fait que sur certaines espèces, tu peux avoir des lacunes. Donc des fois, on en voit apparaître plus tard. Est-ce qu'ils étaient là avant ou pas? Peut-être qu'ils étaient, mais on ne le sait pas, tu vois. Donc des fois, c'est un peu compliqué, tu vois. Par Ouais, exemple, les premiers mammifères, on les date de 250 millions d'années, ça ressemblait un petit peu à des musaraignes. Mais pourtant, la diversification des mammifères, ça se fait il y a 65 millions d'années. Pourtant, il y avait déjà des mammifères depuis longtemps. Donc, c'est très bizarre des fois, tu vois. Même moi, j'ai pas de réponse à ça. ouais, bah, ok. En tout cas, merci. On a Monsieur Lockwood qui dit peut-être que ce qu'on appelle l'intelligence de l'évolution, en fait, c'est seulement des lois de la physique irréductibles et dont, malgré qu'elles soient démontrées, on ne sait pas vraiment d'où elles viennent. Tu penses quoi de ça? Quand il Bah, parle c'est de... possible, c'est le fameux génie génétique naturel. Après, moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre comment l'ADN, tu sais, comme quand tu écris plusieurs livres imbriqués dans des livres, Ouais, franchement, c'est tellement intelligent. Parce qu'en fait, c'est un petit peu, tu sais, là, ce qu'on appelle la loi de la moindre résistance. Imagine, tu as un cours d'eau, tu sais, dans la montagne. Bah, l'eau, elle va descendre en fonction de la gravité, elle va se frayer son chemin. Si l'eau, elle commence à remonter la montagne, c'est pas le chemin de moindre résistance. Or, on pourrait imaginer un chemin avec des mutations qui se font, mais tu pourrais pas avoir les trucs qui s'interpénètrent parce que, comme je te dis, s'il y a une erreur dans un sens de lecture, ça va impacter tous les autres. Donc, si l'ADN pouvait se lire que dans un sens, on pourrait se dire, bon, allez, peut-être avec de la chance, ça a pu faire ça. Mais là, ça a fait, c'est un peu comme si l'eau avait pris le chemin le plus compliqué. Il n'y a pas de raison que ça prenne le chemin le plus compliqué. Or, on voit que dans la nature, des fois, c'est un peu le chemin le plus compliqué. Donc, les lois physiques qui fait que ça viendrait du hasard, c'est quand même difficilement justifiable, quoi. ouais. Alors là, on a une question, je pense, qui va ravir tout le monde parce que on se la pose tous un peu. C'est Frédéric qui nous dit, bah, si nous étions finalement tous issus d'une race intelligente, donc lui, il dit bien non déité, hein, mais une race intelligente, ne serait-il pas possible que nous soyons une expérience de reproduction avec seulement certains pans de l'évolution importés? Tu vois, comme un peu une forme comme un peu une forme d'expérience. Moi, ce que je comprends un peu comme une forme d'expérience terrestre, un peu où
on n'importerait que certains pans d'évolution. Tu sais, comme Ah, je vois. tu sais, la théorie du zoo, un peu aussi, qui revient des fois dont on parle, où des fois on nous dit que voilà, il pourrait y avoir un côté expérimental dans tout ça. C'est Ouais, bon? tu m'entends à Ouais, nouveau? ouais, on a Ouais, eu un j'ai petite ouais, coupure. petit bug. Ouais, pas Je de disais, problème. ça, c'est la théorie des mathématiciens russes, tu sais, qui ont trouvé les codes mathématiques dans l'ADN. Donc, eux, ils pensent que ça a été introduit par une civilisation extraterrestre et qu'en fait, c'est juste une reproduction de la vie qui aurait évolué sur une autre planète, mais ils ont voulu nous passer un message en le mettant dans l'ADN. Donc, eux, ils croient que ça a évolué comme ça et que c'est après, ils ont juste reproduit la vie de la même manière en bidouillant l'ADN, en mettant un code dedans. Et donc, ça rejoint ce que cette personne commente dans les commentaires. Mais ça, c'est Sherbak, c'est les travaux c'est ça, non? Ouais, de Sherbak et de Makoukov. Bon, moi, c'est pas mon point de vue, mais après, ça se. Parce que, comme je t'ai dit, des fois, tu sais, t'as une complexité irréductible, tu vois. Donc, je vois pas, même là-bas, comment ça aurait pu évoluer, vu que c'est d'une complexité irréductible, mais après, pourquoi pas, ça se défend, hein. Ok. Euh, il y a une question qui est revenue souvent. Je ne sais pas si tu es à même de y répondre et que peut-être que tu connais cette théorie ou pas. Mais c'est rigolo qu'elle revienne plusieurs fois parce que moi je l'ai découverte récemment. Il y a Eugénie qui nous dit mais que penser de la théorie du singe enivré? Je pense qu'elle fait référence à McKenna qui a dit voilà la parole pourrait avoir émergé, si j'ai bien compris la théorie, du fait qu'à un moment donné, une espèce ait eu accès aux psychédéliques, ce qui aurait permis voilà, d'ouvrir la conscience. Et voilà, c'est une théorie un peu tirée par les cheveux. Je ne sais pas si tu la connais peut-être pas, hein. Ouais, bah, j'en ai entendu parler. Après, je la connais pas très bien, mais en fait, c'est après, oui, il peut y avoir des facteurs environnementaux qui peuvent influer positivement, négativement. En fait, c'est très difficile de savoir si c'est ça qui a façonné la parole. Il y a des gens qui disent que c'est la consommation de viande. Alors ça, c'est que même les darwiniens eux-mêmes se contredisent parce qu'ils disent ah oui, regardez, le cerveau a grossi en mangeant de la viande. Sauf qu'en fait, si tu manges de la viande, ça change pas ton ADN. Donc en fait, ils deviennent lamarckiens. Tu sais, c'est comme le coup de la girafe qui commence à essayer de manger, ça agrandit son cou. Sauf que toi, si tu manges de la viande demain, ça, alors oui, tu peux, dans une certaine mesure, être un peu plus fort, en meilleure santé. Tu peux avoir du nanisme, mais si tu donnes de la viande à un orang-outan, son cerveau va pas doubler de volume. Donc ça, c'est des gens qui savent même pas ce que c'est le darwinisme, alors que et j'entends même des mecs comme Jean-Yves Coppens, un de nos plus grands scientifiques, dire ça, alors que les vrais darwiniens disent que c'est du bidon. Mais en vrai, je sais pas si c'est la viande, la psilocybine, un autre facteur, mais si tu veux, ça c'est un pan très précis de l'évolution, mais comment évoluer tout le reste, le sonar du dauphin, l'œil de l'aigle, là, ça donnerait une explication pour un petit truc, mais quand tu regardes la vie dans sa globalité, c'est pas ça qui va donner l'explication, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc toi, au final, qu'est-ce que tu penses de tout ça, t'as quand même, ça fait quand même des années que tu fais toutes ces recherches. Et du coup, tu en arrives à quel résultat finalement? Qu'est-ce que toi tu te dis t'es Bah, pas c'est vrai vraiment. que c'est vrai qu'il y a des trucs sur l'évolution qui peuvent sembler être vrais, tu sais, les jambes dans le corps de la baleine aussi. Un autre truc que j'ai oublié de dire, du fois, par exemple, il y a une famille qu'on appelle les Xénartres en Amérique du Sud, tu sais, donc, qui comprend le fourmilier, le lémurien, le tatou, etc. Et en fait, donc pourquoi on les appelle Xénartres? Parce qu'en fait, ça veut dire je crois que c'est en grec, hein, ouais, ça veut dire articulation étrange. Et quand tu regardes leurs os, ils ont tous la même articulation. Et c'est des animaux qui se ressemblent pas du tout d'apparence, mais pourtant dans la phylogénie, même moléculaire, on trouve qu'ils ont un ancêtre commun. Et donc du coup, pourquoi ils évolueraient tous des articulations un peu cheloues comme ça, un peu bizarres, et au même endroit, tous en Amérique du Sud. Donc c'est vrai qu'on peut se dire, il y a peut-être un ancêtre commun. Pareil, tu sais, les marsupiaux en Australie, ils ont tous une poche. Pourtant, ils se ressemblent pas du tout. Donc, une possibilité, ça pourrait être faire ce qu'on appelle la théorie de la panspermie, envoyer un tas de cellules, tu sais, un petit peu primitif, et là, tu envoies la cellule, par exemple, bim, pour tous les mammifères, et effectivement, ils se diversifient d'un seul coup à partir d'une seule cellule, et c'est pour ça qu'on voit quand même des traits communs. Mais pourquoi, par contre, on a quand même des grands trous dans le registre fossile? Effectivement, moi, le coup du bout d'aile pour la chauve-souris ou pour l'oiseau,
j'y crois pas du tout. Et peut-être qu'effectivement, du coup, on a plus un Big Bang évolutif, mais du coup, comme un arbre, un buisson, tu sais, on n'a pas tous un ancêtre commun, mais il y aurait une multitude de Big Bang évolutifs. Peut-être justement parce que des cellules un peu auraient été envoyées à des temps différents, ou peut-être que même, tu sais, ils auraient pu ensemencer l'univers dans la vie, et puis peut-être qu'avec des comètes, ça apparaît après, d'un seul coup. Tu vois, tac, tu as une nouvelle forme de vie qui arrive, et puis si la niche est favorable, ça se développe. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des gros trous dans le registre fossile. Ça évolue pas, et puis d'un coup, en quelques années, c'est presque ça, ça explose. Donc pourquoi ça se fait pas graduellement? Voilà. Donc en tout cas, ce qui est sûr, on le verra dans l'émission d'après, c'est que il y a clairement une intelligence derrière ce processus. Maintenant, si ça évolue ou pas, est-ce qu'on a un ancêtre commun avec le poisson, l'homme, par exemple? Est-ce que l'homme a un ancêtre commun avec les animaux marins? Ça, j'en suis pas du tout sûr. C'est-à-dire, et peut-être que c'est le cas, mais c'est un problème ouvert qui est très intéressant. Ouais, mais c'est pourtant quand même aujourd'hui dans l'éducation occidentale, j'ai envie de dire, quand même communément admis. On est quand même dans ce processus évolutif et on n'a pas réussi à vraiment dire, bah non, c'est pas ça. Et tu vois, il y a quand même ce truc-là. Je lisais, Ouais, il y a une personne qui parlait de la morphogénèse. Est-ce que ça te parle? ouais, morphogénèse. Alors j'ai déjà entendu ce terme, c'est en embryologie, c'est ça? Les embryons qui se ressemblent avec le. Ah, mais ça, c'est très. Tu m'entends Bah toujours? ouais, en gros, l'internaute dit la morphogénèse montre que d'autres forces créent les formes de la nature. Enfin, moi, je connais pas. Je sais pas si ça te parle. Non, pas spécialement. Ça a coupé un petit peu. Ouais, Si tu peux répéter la phrase. elle disait la morphogénèse montrerait que d'autres forces créent les formes de la nature. Ça serait ça l'idée de la Ah morphogénèse. oui, bah par exemple, vous pouvez aller regarder sur YouTube, il y a des super vidéos avec, ils envoient des ondes sur le sable, ça s'appelle les kinematics D'accord, en anglais, ou cymatics, C-Y-M-A-T-I-S, T-I-C-S, pardon, et là ça fait des formes, en fait, ça peut faire les écailles de la tortue, des formes de fleurs, des formes de taches du léopard, etc. Et là, du coup, il y a le mathématicien von Neumann qui a montré justement en fait que certains patterns pouvaient justement venir de la manière, bah, c'est un peu de la morphogénèse. Donc là, c'est d'accord. codé par l'environnement un peu, quoi. Ok, mais c'est vrai que maintenant ça me parle, maintenant que tu l'expliques. Et c'est vrai qu'on retrouve des formes similaires, même que ça soit dans le règne végétal. Tu sais, on cite même souvent, même, tu sais, les fameuses, un peu la suite de Fibonacci qui viendrait illustrer, tu sais, le chou romanesco, les pétales de tournesol, etc. Et effectivement, j'étais tombé une fois sur une émission très intéressante qui expliquait que même ça peut aller jusqu'aux écailles de tortue, enfin, et là encore, on voit qu'il y a, alors comme toi tu parles d'intelligent design, enfin voilà, on pourra voir de ce dont vraiment il s'agit, mais en tout cas, c'est vrai que ça ouvre une perspective où derrière on se dit, bah déjà c'est intelligent, ça c'est sûr, mais en plus il y a une patte quoi, il y a une patte créatrice un peu où on reconnaît des choses quoi. C'est pour ça que le hasard, il a été souvent évoqué ce mot hasard pendant la vidéo, mais il a aucun sens parce qu'on voit bien que c'est pas, enfin il n'y a pas vraiment de hasard, il y a vraiment quelque chose de bien fait qui va au bout du raisonnement et à chaque fois qui émerge sur quelque chose de concret. Et comme tu le disais, si vraiment le hasard était là, on aurait peut-être beaucoup plus de choses qui fonctionnent pas ou Bah, c'est vrai qu'on voit jamais trop de. Est-ce qu'on voit souvent des gens qui. Ouais, on devrait voir des nouveaux trucs. Si la nature cherche de manière aveugle plein de formes, bah, on devrait voir plein de trucs qui marchent pas. On voit jamais trop ça, tu vois. ouais, disons qu'on a l'impression que quand ça teste, c'est bon quoi. C'est voilà Ouais, c'est ça, c'est ça. pour les questions, je pense qu'on est pas mal. Donc Même après, au niveau de la durée, tu sais, de l'émission. au niveau de la durée, on est à 1h38. On est bien, Ouais, on est bien, on est bien. voilà. Notre public est là, a été vachement actif hein, sur le chat. Moi, j'ai pas pu le regarder. Je vais remercier au passage Lino, Lino qui a géré la modération sur le chat. Donc c'est hyper sympa de sa part. Vraiment, c'est trop, trop sympa. Il a bien taffé. Il y avait du taf mine de rien. Je vais remercier aussi bah, tout le monde parce que bah, c'est hyper cool. C'était bah, pour ma part, c'était le premier live sur la chaîne, donc je remercie aussi énormément Pierre-Alexandre qui m'a fait confiance. J'ai essayé de le mettre
dans des bons éléments, mais c'est pas forcément évident avec la technique. Donc voilà, on apprend de voilà. Donc c'est intéressant. En tout cas, c'était top ce que tu nous as proposé, Pierre-Alexandre. Et donc maintenant, il faut que tu nous teases un peu la suite parce que là, on est quand même un peu sur notre fin. On se dit bon bah, on va vers quoi donc? Bah, donc du coup, on va regarder prochaine fois, on va regarder un petit peu les fameux codes dans l'ADN, les codes mathématiques qui ont été trouvés, donc, qui pourraient être des codes extraterrestres, par exemple. Et donc, bah, on va un peu se pencher. Voilà, là, ça va vraiment rentrer dans les preuves. Là, on essaie de regarder aujourd'hui, est-ce que l'évolution est vraie? Là, dans la prochaine émission, on va regarder les preuves que ce n'est pas dû au hasard, en fait, qu'il y a vraiment une intelligence dans la manière dont ça fonctionne, quoi. Ok, et ben donc on prend déjà rendez-vous les amis pour un prochain épisode qui sera beaucoup plus axé sur l'ADN, ce qu'on appelle l'intelligent design. Ouais. Encore une fois, bah, avec Pierre-Alexandre qui nous fera le plaisir d'être sur la chaîne et je pense on aura encore amélioré certains aspects techniques qui feront que le live sera encore de meilleure qualité pour vous autres. Donc bah, merci à tous, merci Pierre-Alexandre. Et puis bah, pensez aux Merci à petits toi. pouces, les amis, les pouces, les coms, tout ce que vous pouvez, c'est toujours bien pour voilà pour aider les vidéos à avoir du référencement et tout. Et un grand merci. Et je vous dis à tous bah, à très vite. Pierre-Alexandre, salut. Ciao à tous.